Donc bonjour à tous, on est maintenant en live avec notre invitée aujourd'hui Hélène Romano. Je vais attendre. Donc, bonjour Hélène. Bonjour. Je vais attendre juste quelques secondes le temps que les internautes nous rejoignent. Donc bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur la page du Forum de l'Enfance Libre pour une nouvelle série, donc la suite de cette série d'entretiens autour de la pédocriminalité. C'est un sujet lourd et douloureux, mais malheureusement tout à fait d'actualité, face auquel la réponse est encore trop souvent le silence, l'ignorance, le déni et le tabou. Pourtant, des milliers d'enfants et d'adultes sont concernés. Avant de commencer cet entretien, comme à chaque entretien, je fais un petit avertissement parce que le sujet des violences sexuelles n'est pas un sujet anodin. En parler ou en entendre parler peut réactiver des traumatismes ou mémoires passées. Si vous vous sentez déstabilisé, perturbé par ce que vous entendez, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo et à y revenir plus tard. Toutes les vidéos seront disponibles en replay. Respirez profondément et surtout respectez vos limites. Pour être orienté vers une écoute, de la documentation ou un accompagnement thérapeutique, des ressources gratuites vous sont proposées automatiquement en cliquant sur l'onglet « Contacter par message privé » sur la page Facebook du Forum de l'Enfance Libre. Vous pouvez également nous contacter directement par mail et nous vous redirigerons associationlenfancelibre@gmail.com. Donc, bonjour Hélène, vous êtes psychothérapeute, docteur en psychopathologie et spécialiste de la traumatologie des enfants. Vous êtes également très investie dans le milieu de la recherche et du partage de connaissances. Vous avez de nombreux articles, ouvrages et interventions à votre actif sur plein de sujets autour de la prise en charge thérapeutique des enfants, des maltraitances sexuelles sur les enfants, et j'en passe, on y reviendra pendant l'interview. Vous êtes ancienne lanceur d'alerte, même encore d'actualité, vous faites partie des rares personnes qui osent dénoncer et parler des tabous et des dysfonctionnements autour de la protection de l'enfance et des maltraitances faites aux enfants. Merci d'être avec nous ce soir. Pour commencer ma première question, et on va rentrer dans le vif du sujet directement, est-ce que vous pouvez nous parler du tabou des maltraitances sexuelles sur les bébés de moins de 1 an? Vous êtes la seule docteur en psychopathologie et chercheuse qui s'intéresse à ce sujet-là. Alors, les maltraitances sexuelles, c'est déjà un tabou en général parce que c'est la transgression d'un interdit fondamental dans notre société. Mais quand ça concerne un enfant et plus encore un bébé, c'est de l'ordre de l'impensable. Et pour prendre un exemple, quand un père incestueux ou un grand-père incestueux est incarcéré, que le magistrat met en place des mesures pour les enfants de la famille. S'il y a un bébé, il n'y a jamais de mesure pour les bébés. Quand on pose la question, mais le bébé, il n'y a pas de mesure, les magistrats nous disent, bah, c'est un bébé, genre un bébé, on n'y touche pas. Alors que l'on sait, et après je dirais comment on sait ça, on sait que les bébés sont victimes d'abus sexuels. Qu'est-ce qui nous permet de le savoir? Enfin, je dis abus sexuels, alors tout de suite, attention au terme. C'est le terme qui fait référence en France à la conférence de consensus de 2003, alors qui date bien évidemment, il n'y en a pas eu d'autres depuis. Les professionnels parlent de violences sexuelles, mais l'anglicisme sexual abuse a été utilisé, c'est pour ça que je dis abus sexuels, mais bien évidemment, ce sont des agressions, des violences sexuelles. Comment est-ce qu'on sait que les bébés sont touchés? Malheureusement, parce qu'un certain nombre d'enfants décèdent. Lorsqu'on a fait une recherche avec Intuit sur les morts suspectes de nourrissons dans les années 2000, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de bébés, on était parti sur une étude sur les bébés secoués, les décès de bébés secoués qui étaient classifiés comme des bébés morts de façon accidentelle alors que c'était des morts criminelles liées à des violences. On s'est rendu compte qu'un certain nombre de bébés étaient morts, alors je suis désolée du terme, ça va être extrêmement violent, perforés par des agresseurs sexuels. On sait aussi qu'un certain nombre d'auteurs qui sont surpris, alors encore plus que dans les autres cas concernant des enfants, ce sont des adultes qui s'occupent de l'enfant, donc souvent des proches, 99% sont des gens connus de l'enfant, l'entourage proche, parents, pères, mères, grands-parents, des fratries, des enfants de nourrices qui vont les regarder comment il fait l'anatomie du bébé qui est gardé, qui en vont en profiter pour faire des attouchements. Enfin, on voit de tout.
quand les personnes sont surprises, ce que l'on sait dans le cadre des expertises, c'est Mhm. qu'elles vont nous dire, on a plusieurs profils, soit des auteurs qui sont assez immatures. La caricature, c'est l'adolescent qui a eu un cours d'éducation sexuelle où on lui a parlé pendant un cas d'expertise et qui a été vérifié chez l'enfant gardé par la nounou ce que c'était. Mhm. Ça l'a excité et après, il n'a pas pu s'empêcher de continuer. Donc, on a des auteurs par opportunité, entre guillemets, qui seraient probablement jamais devenus agresseurs sexuels s'il n'y avait pas eu, entre guillemets, à disposition un bébé dans leur entourage. On a des auteurs qui sont très déficients intellectuellement, qui s'en prennent à des bébés parce que c'est des proies pour eux, beaucoup plus faciles que de s'en prendre à un adolescent qui bouge, qui va se défendre. Un bébé, il est tout petit, il ne se défend pas. Et puis, on a des prédateurs avec une attirance pédocriminelle très spécifique sur les bébés. C'est-à-dire des gens qui n'agresseront jamais des enfants, Mhm. jamais des adultes, mais des bébés, avec le terme peut choquer, mais c'est ce qu'on a en expertise, une appétence particulière. C'est-à-dire c'est vraiment un attrait très spécifique pour les bébés. C'est une forme de pédophilie, mais enfin, du coup, la paraphilie de la pédophilie pour les bébés, c'est ça? Voilà, Ok. on dira plus pédocriminel, parce Pédocriminel, que c'est ok. un crime si Oui, s'il y a si on est dans le passage à l'acte, oui. voilà, dans la sémantique, c'est important Ok. de le dire. Mais on a des pédophiles qui ont des fantasmes sur des bébés, mais qui passent jamais à l'acte. Mhm. Entre autres, des femmes qui ont été violées enfants, qui ont des angoisses de passer à l'acte sur leur enfant, mais qui ne le feront jamais, bien évidemment. Pour un pédocriminel, c'est un terme qui est important. Donc, on sait qu'il y a plusieurs profils de criminels, de pédocriminels sur les bébés. On a également ceux qui vont passer à l'acte sur des bébés parce qu'ils se sont fait prendre avec des enfants plus grands qui les ont dénoncés. Et du coup, ils s'en prennent à des bébés. Et quand ils se font à nouveau attraper ou à nouveau repérer ou dénoncés par quelqu'un qui les a vus, en expertise, ils vont nous dire non, mais je m'en prenais au bébé parce que de toute façon, il ne parle pas. Alors, il ne parle pas, il va oublier, il ne va pas me dénoncer avec Mhm. des stratégies très différentes. Donc, les bébés sont des cibles, on le sait. Il y a un chiffre noir. Je ne peux pas vous donner de chiffres officiels. Mhm. On sait qu'il y a à peu près, quand on regarde la littérature, parce qu'il n'y a pas d'études officielles, donc il faut aller regarder les faits divers, etc. À peu près 10 bébés par an au moins qui meurent perforés d'agression sexuelle, ce qui est extrêmement violent. Ouais. On n'a aucun chiffre sur les bébés qui subissent des attouchements, des fellations, qui se retrouvent avec des suçons entre les jambes, enfin des choses qui sont de l'ordre de l'agression sexuelle, mais qui ne vont pas conduire au décès. Eux, on n'a aucun chiffre, parce que bien évidemment, un bébé ne parle pas. Alors, un bébé, on pourra en parler, on va en parler c'est probablement Oui. à des trop particuliers, mais en tout cas, sur la réalité des bébés violés, on sait que c'est une réalité parce qu'on a malheureusement un certain nombre de bébés décédés par an de ça et de rien d'autre. Un bébé perforé, il ne s'est pas perforé tout seul. Mhm. C'est impossible. Et on sait par ailleurs qu'un certain nombre de pédocriminels qui sont arrêtés dans des circonstances où ils ont été pris en pleine action en train d'agresser un enfant existent aussi, on les a en expertise. Donc, D'accord. pour ces deux raisons, on sait que c'est une réalité totalement déniée, encore plus qu'en France. D'ailleurs, le Pourquoi un tel déni en fait sur ces violences sexuelles que subissent les bébés? Qu'est-ce qui fait que c'est encore quelque chose de encore plus tabou que la violence sexuelle sur mineurs? Il y a probablement un tas d'explications culturelles, religieuses, sociales, historiques. C'est très complexe. Il y a le tabou de la sexualité, il y a le tabou de la sexualité de l'enfant, il y a le tabou aussi de la souffrance psychique de l'enfant. Si on prend, vous en aviez parlé, moi je travaille beaucoup sur la souffrance psychique des enfants, sur la maltraitance, mais pas que. Mhm. Conséquences des attentats, par exemple, le harcèlement scolaire, la souffrance physique des enfants n'a été reconnue que dans les années 80. C'est-à-dire qu'avant les années 80, en 70, quand un enfant était opéré du cœur, il faut savoir qu'il n'était pas du tout, il n'y avait pas du tout d'anesthésie, avec l'idée que le cerveau n'était pas mature, donc l'enfant ne souffrait pas. Donc, on Mhm. avait des bébés qui avaient des soins d'une douleur extrême sans la moindre attention d'anesthésiant comme on le fait aujourd'hui. Et il a fallu attendre les années 80-90 et beaucoup d'études pour que la souffrance physique
physique soit reconnue. Et la souffrance psychique, les premières publications datent de l'après-guerre. Et en France, il y a eu les travaux de Thierry Bobet, Marie-Rose Moreau et les miens en particulier, Maurice Berger, Eugénie Izard, sur les conséquences psychotraumatiques sur les bébés, pas que de la maltraitance, et les enfants, pas que de la maltraitance. C'est très récent, ces années 2000. Donc, à l'échelle de notre humanité, c'est quand même assez court. Donc, il y a un vrai déni que les enfants puissent souffrir. Alors, peut-être parce que les adultes, ça les protège. J'entendais récemment par rapport aux attentats et au confinement. De toute façon, les bébés, les enfants, la maternelle, ça ne sert à rien de leur dire. Ils ne vont rien comprendre. Ils sont résilients. Alors, ça, c'est un mot qu'on utilise un petit peu pour ne rien dire. Ils vont vite oublier, etc. Alors, il y a des choses qui se basent, qui peuvent être discutées parce qu'en effet, le cerveau d'un bébé n'a pas la maturité neurophysiologique que le cerveau d'un adulte, donc il ne va pas imprimer de la même façon. Mais ça ne veut pas dire qu'un bébé n'est pas touché. Moi, je travaille beaucoup auprès des bébés endeuillés. Je peux vous assurer qu'un bébé qui perd sa maman, il a des réactions physiologiques, émotionnelles, pas avec les verbes, pas avec la même capacité langagière, bien évidemment, d'un adolescent. Et la mémoire sera différente une fois adulte, mais en aucun cas, on ne peut dire qu'un bébé ne souffre pas psychiquement. Donc, le déni, il est global sur la souffrance psychique des bébés. Et là, il est renforcé en plus parce que ça concerne la sexualité. La sexualité. Et en plus, pardon, quelque chose probablement en plus, c'est que les bébés sont encore plus que les enfants victimes d'auteurs en intrafamilial. Donc déjà, les abus sexuels sur les enfants, c'est un tabou, encore plus tabou quand c'est en intrafamilial, mais il y a quelques enfants qui sont victimes de personnes extérieures. Un fournirait par exemple ou d'autres. Des prédateurs qui passent et qui vont agresser un enfant et l'enfant ne connaissait pas cette personne. Mais les bébés, c'est forcément quelqu'un de l'entourage et là, c'est sûr que c'est un déni très fort. Et comment protéger ces bébés dans une société qui ne veut pas voir cette réalité? C'est très difficile de répondre en étant attentif soi-même à son enfant. J'ai envie de dire qu'on ne confie pas n'importe qui, mais vous pouvez confier votre bébé à la crèche et vous avez toute confiance en la crèche. Il y aura peut-être une directrice qui aura des traits pédophiliques. Vous allez confier votre enfant à votre beau-père. Voilà, c'est extrêmement compliqué de pouvoir faire confiance. D'ailleurs, les personnes qui ont été agressées sexuellement, très souvent, ne confient pas leur bébé. Ne confient pas leur enfant tant qu'il n'est pas en capacité de parler, de dire. Il y a une très, très grande prudence à avoir. Donc, dans l'attention apportée, comme pour un parent qui va confier son bébé à quelqu'un d'autre, si on a le moindre doute, on ne confie pas en expertise. Ça arrive certaines fois d'avoir des parents qui vous disent « oui, j'ai été victime de mon grand-père ». Et puis, la petite fille, on la voit en expertise parce qu'elle a accusé le grand-père. Elle a 18 mois, 1 an. Elle a un comportement, on en parlera, extrêmement inquiétant. Et là, la mère ou le père, de façon tout à fait désarmante, nous dit « Mais moi, il m'a touché, moi, il m'a agressé, il m'a violée, mais j'avais 5-6 ans. Je ne pensais pas qu'il s'en prendrait un bébé. » Donc, il faut aussi se sortir de la tête ça. Comme on sait que ça se passe beaucoup en intrafamilial, très souvent, les parents ont eux-mêmes été victimes des grands-parents qui agissent ou de longues attentes. Donc, quand on est parent et qu'on a été victime d'un prédateur sexuel, d'un pédocriminel, en intrafamilial, on ne confie pas son enfant bébé à cette personne-là avec l'idée que ça n'est qu'un bébé et il ne lui fera rien. Certainement pas. Okay. C'est déjà la première des précautions. Dans une fratrie où donc ce genre de violence sévit, on parlait donc du tabou, du fait que ça se passe souvent dans les violences intrafamiliales. Est-ce que tous les bébés sont forcément victimes? Répétez-le. En fait, dans une fratrie, c'est-à-dire où il y a plusieurs enfants, est-ce que tous les bébés sont forcément victimes ou est-ce que ça peut être un seul bébé victime et les autres sont laissés Ce que l'on sait en général dans la maltraitance, c'est qu'au sein d'une fratrie, chaque enfant a une place différente. Dans l'histoire parentale, par exemple, si on a un parent qui est agresseur de violence physique ou de violence sexuelle, on sait que chaque enfant a une place différente parce qu'il ne va pas résonner dans l'histoire du parent de la même façon. Vous avez une fille, vous avez un garçon, il a la place que vous aviez vous-même dans votre fratrie. Enfin, il y a des choses qui vont se tramer différemment. Les enfants arrivent à un âge différent chez les parents, etc. Donc,
Les situations peuvent être extrêmement variables. On a des situations de parents incestueux qui vont agresser uniquement les filles, que les garçons, tous les enfants. Ça va dépendre du profil pédophile. Donc, on a un enfant qui peut être victime, bébé, et puis ça s'arrête quand il grandit. Donc, ce qui pose de réels problèmes parce qu'il peut avoir des troubles en différé. C'est un gros souci chez les bébés agressés sexuellement. C'est des troubles à 3-4 ans. Oui, je vais vous poser une question après. Voilà, on va l'aborder après. Et d'autres enfants, la fratrie, qui ne seront pas agressés sexuellement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent exister, mais encore une fois, comme on n'a pas d'études quantitatives, parce qu'on n'a pas les moyens d'en faire sur le sujet, c'est uniquement sur des situations de cas, ce qu'on appelle du qualitatif, qu'on peut répondre. Quand vous dites qu'on n'a pas les moyens d'en faire, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les moyens d'en faire ou que c'est extrêmement compliqué? Il n'y a pas la volonté d'en faire. Quand on a mis en place, quand un Turc a été responsable de la mise en place de l'étude sur les morts suspectes de nourrissons, c'était une étude qui était pluriministérielle, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère de la Justice, pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et puis les premiers résultats montraient que la plupart des bébés qui étaient morts de façon non accidentelle, les auteurs, c'était des parents plutôt catégorie socio-professionnelle supérieure. Donc ça n'allait pas du tout avec quelque chose qui peut réassurer le professionnel lambda, c'est-à-dire quelqu'un qui est famille très précaire, famille très carencée intellectuellement, et voilà, avec d'énormes difficultés, déficiences, totalement incompétente, etc. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas, que dans la plupart des situations des bébés secoués, on avait des parents qui étaient avec très bonne situation, qui avaient un niveau intellectuel tout à fait normal, voire supérieur, mais qui, à un moment donné, étaient plus en capacité de supporter ce bébé et se mettaient à le secouer, voire à le tuer. Donc, quand on a sorti les premiers chiffres, il y a eu un tollé un peu général en disant non, non, marche arrière tout, on ne va pas trop en parler, trop le dire, et on a eu beaucoup de mal à terminer la recherche. Moi, j'ai eu le même problème pour ma thèse qui était sur les abus sexuels en milieu scolaire, où au départ, dès les premiers chiffres, premier trimestre donnés officiellement, après, tous les budgets ont été coupés. Donc, c'est un sujet tabou. Il n'y a pas de volonté en France de mettre d'argent, très clairement. Il n'y a pas d'appel à projet pour les questions sur les violences sexuelles sur les enfants et en particulier sur les bébés. Lorsque vous faites cette recherche sur les morts suspectes du nourrisson, est-ce que vous rencontrez les auteurs d'abus sexuels? Vous rencontrez les parents agresseurs? Dans la recherche qu'on a faite, qui était dirigée par un Turc, et qui a été faite de 2000 à 2005, on n'a pas rencontré directement les parents, enfin les parents. C'est souvent les parents ou les nourrices qui étaient mis en cause. Mais on a travaillé sur d'autres dossiers. On a travaillé sur les dossiers d'autopsie, on a travaillé sur les dossiers d'audition, sur les dossiers d'expertise. Donc, on ne les avait pas en face, mais on voyait les éléments qu'ils avaient transmis. Et en particulier pour les bébés décédés d'agression sexuelle, on avait les explications données par les personnes. Et là, c'était des pères qui étaient mis en cause. Et comment ces parents expliquent devant la justice ces morts suspectes? Pour les bébés qui sont décédés de violences sexuelles et pour lesquels on a eu accès aux auditions et puis aux expertises, tous ont été reconnus sans troubles psychiatriques. Il n'y avait pas d'abolition de discernement, ce n'étaient pas des gens déficients intellectuellement, ce n'étaient pas des gens délirants comme on peut le voir dans le cadre des infanticides. Certaines fois, on a des parents délirants qui s'imaginent que leur bébé est le diable, ils vont tuer le bébé parce que tout d'un coup, ils croient que le diable va les tuer. Donc, dans un passage à l'acte délirant, on a des parents certaines fois qui vont bénéficier, entre guillemets, d'une absence de jugement avec une expertise qui va dire qu'ils n'avaient plus leur discernement, abolition du discernement. Là, dans le cas des situations de bébés qui sont décédés suite à des violences sexuelles, les parents étaient tout à fait conscients, n'avaient pas grand-chose à dire de leur acte, sauf un père qui disait il n'a pas pleuré. Donc, on voit bien quelque chose qui est très, très fort en maltraitance. Un parent qui maltraite son enfant, un parent au sens large, ça peut être un grand-parent, un oncle, une tante, une tante, le terme est générique. Quelqu'un qui va maltraiter un enfant n'a pas, comme un homme qui va agresser ou une femme qui va agresser son enfant, il y a un déni d'altérité, c'est-à-dire que l'autre, à ce moment-là, n'existe plus. Il est réduit à l'état d'objet. Donc, on peut tout faire. Donc, ce sont des adultes qui sont capables de dire, mais il n'a même pas pleuré, il n'a pas dit qu'il avait mal, il ne s'est pas défendu. Alors, on imagine bien qu'un bébé n'a pas la capacité déjà d'appeler à l'aide, n'a pas la capacité de partir en courant, donc c'est encore plus compliqué pour lui.
Et quand on voit un adulte qui va projeter sur un enfant ce type de représentation ou d'interprétation, qui a quelque chose qui ne va pas du tout dans la capacité de ce parent à s'ajuster et à comprendre qu'il a en face de lui un petit homme, c'est-à-dire un être humain qui est là pour être protégé, sécurisé, renforcé. Mais du coup, vous parlez de protection. Comment on peut expliquer ces actes intentionnels du coup de violence par les parents, donc là j'utilise aussi le terme générique, dont le rôle est normalement de protéger ces bébés qui sont les plus vulnérables? Alors, moi j'ai le son qui a coupé, vous m'entendez toujours? Oui, alors je disais C'est bon. comment on peut expliquer ces actes intentionnels de violence par des parents, donc au sens générique, comme vous le disiez tout à l'heure, dont le rôle est normalement de les protéger. Alors, dans certains cas, sur cette étude-là, mais dans un autre cas, moi, sur les expertises que j'ai pu faire de parents violeurs d'enfants ou de parents infanticidaires qui ont tué leur bébé à la naissance, on a très souvent dans l'histoire parentale quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance dans le lien à l'enfant et de leur incapacité à se penser PEN parents. Du coup, l'enfant arrive avec très porté, avec beaucoup de projections d'objets réparateurs et il n'est pas là, il n'est pas fait là pour ça. Un enfant, il n'est pas là pour réparer son parent, il est là pour exister pour lui-même. Et ce sont des parents qui, très souvent, vont avoir un discours très persécuté à l'égard de leur enfant. L'enfant n'est pas satisfaisant, l'enfant ne convient pas, l'enfant pleure, j'arrive pas à l'apaiser. Au lieu de me dire que c'est peut-être parce que c'est normal qu'il pleure parce qu'un bébé, ça pleure souvent le soir, même s'il a bien mangé. C'est une façon de relâcher les tensions. Il va se culpabiliser, il ne va pas le supporter, il va le prendre comme une attaque personnelle et il va en venir à le choquer, à le frapper, à le cogner. Sur la dimension sexuelle, c'est quand même une autre dimension de la maltraitance. Dans les situations que moi j'ai pu expertiser de parents qui ont tué leur enfant bébé après des actes d'agression sexuelle et qui n'ont pas été considérés avec une abolition du discernement. Hein, c'est vraiment des gens qui étaient considérés conscients de ce qu'ils faisaient. L'enfant n'était pas du tout considéré comme un enfant, mais vraiment comme un objet à faire souffrir, à détruire. Et on le voit aussi dans des situations de séparation conjugale où vous avez le grand classique, même si c'est le plus fréquent, un père pervers qui va violenter, agresser sa femme, qui part et qui va s'en prendre Se sexuellement venger. à l'enfant, non pas par appétence, entre guillemets, par attirance pédocriminelle, mais parce qu'il sait que s'il agresse sexuellement cet enfant, la mère ne pourra rien dire. Et c'est d'autant plus vrai si la mère a été victime d'abus sexuels. Et d'ailleurs, on le voit bien quand on accompagne des parents dans ces situations-là de séparation sexuelle, des mamans qui ont elles-mêmes ont été victimes d'abus, qui vont en parler des fois à des enquêteurs sociaux, à des éducateurs, à des assistantes sociales, en pensant qu'il y aura une compréhension. Et ça arrive assez fréquemment quand on lise dans les rapports, la mère projette sur l'enfant ce qu'elle a elle-même vécu. Au lieu de se dire que peut-être que la mère, elle s'est mise avec un homme qui était aussi un prédateur sexuel, comme ce qu'elle a pu connaître avant. Donc, on a aussi ça, des enfants tout petits qui sont agressés sexuellement en préverbal 0-3 ans dans des situations où le parent les utilise comme une arme pour détruire l'autre. C'est vraiment là aussi des situations très particulières. Ils ne s'en prendront pas aux plus grands, ils vont s'en prendre aux petits parce qu'ils ne parlent pas, parce qu'il va avoir des troubles et qu'ils savent très bien qu'il aura des difficultés en grandissant à pouvoir dire qui lui a fait ça, et que l'autre parent, dont il est séparé, ne peut rien faire, ne peut rien dire, ne peut pas se défendre. Ok. Il y a une question d'un internaute qui... Alors, il faut que je la retrouve. La question, en fait, c'était est-ce qu'aujourd'hui, les professionnels ont les moyens, en fait, de repérer la violence commise sur un bébé et poser la question autour de la formation des professionnels? Alors, je n'ai pas pour habitude d'être langue de bois, je suis même assez connue pour ça. Je vais vous donner un exemple tout concret. Je faisais une formation pour le conseil départemental de Savoie, à Chambéry. Et la formation était sur 3 jours, en binôme avec une juriste très connue, avec laquelle j'ai déjà travaillé. Un jour psycho, un jour juriste, un jour mixte. Et la formation était sur les violences sexuelles, parce que c'est un conseil départemental qui a eu plusieurs soucis, entre autres plusieurs plaintes de
violences sexuelles dans certains foyers, dans certains lieux de placement. Donc, l'idée, c'est de former les professionnels en formation initiale. Et c'est un vrai problème, que ce soit les éducateurs, les assistants sociaux, les psychos, les profs, les magistrats, les enquêteurs. Les enquêteurs, ils ne sont plus formés aux auditions, par exemple. Les centres ont été fermés. Il n'y a pas de formation à cette question-là. Donc, la formation, elle se fait en continu. Elle ne se fait pas en initiale, mais elle se fait quand vous êtes sur le terrain. Vous arrivez sur le terrain, vous n'êtes pas formé, avec un peu de chance, vous bénéficierez d'une formation. Donc là, l'idée, c'était, compte tenu des difficultés rencontrées par les collègues de terrain, et ça venait du terrain, qu'elles soient formées, enfin, je dis elles parce que majoritairement ce sont des femmes, même s'il y a quelques hommes, là pour le coup, on va dire elles soient formées, et que les responsables des cellules de recueil d'informations soient formés. Et nous avons débuté la formation avec les responsables du conseil départemental de la CRIP 74, qui ont été très choqués par les termes que j'utilisais. Moi, j'utilisais des termes d'enfants. Quand on prend en charge un enfant qui vous parle, le plus formateur, c'est d'utiliser les termes qu'il va vous donner, et il ne va pas vous donner les termes des adultes. Ça les a choquées, et elles ont considéré que c'était des termes pornographiques, et elles se sont plaintes à leur responsable. Et la responsable, sans même me recevoir, sans même, on a fait un échange de mails, sans même faire le point avec la juriste qui était présente et qui pouvait vraiment attester que, et témoigner qu'à aucun moment j'avais utilisé de propos pornographiques et choquants. Ils ont décidé de supprimer la journée clinique de la formation. Donc, c'est uniquement une formation théorique juridique de grande qualité, parce que la juriste est de grande qualité. Il n'y a pas de formation clinique des responsables, il n'y aura pas de formation clinique des collègues de terrain, parce que ça a été une volonté de ce conseil départemental de supprimer la formation clinique. Ça, j'en ai parlé avec le ministre, M. Taquet, qui m'a reçu il y a 15 jours, 3 semaines au ministère. Il me posait la même question. Je me disais, mais c'est un réel problème. C'est-à-dire quand les responsables eux-mêmes, au lieu de dire à leurs référents, écoutez, il faut vous former, même si c'est difficile, même si c'est violent, parce que les collègues de terrain, quand ils vous font monter l'information, vous ne croyez pas, vous ne voulez pas les entendre, vous mettez des œillères et vous classez les situations. Donc, vous laissez exposer les enfants. Le problème, il était là. Quand les responsables refusent de se former, alors pas tous, mais en tout cas sur ce conseil départemental, ça a été le cas, ça pose une vraie question. C'est-à-dire que les réactions défensives, elles se font aussi du côté des professionnels. On a des professionnels de terrain qui voient, qui constatent, qui entendent, qui vont signaler. Je pense à des collègues en foyer qui voient des enfants s'agresser sexuellement, qui vont dire à leurs responsables, et les responsables qui vont dire, bah non, il y a déjà un signalement, il y a déjà une mesure de protection, ça ne sert à rien de le dire, ça ne sert à rien de faire. Alors que concrètement, si c'est important pour tout le monde, pour chacun des enfants, éventuellement pour d'autres enfants qui ont pu être agressés, pour les collègues professionnels. Et quand on a des responsables, parce qu'il y en a quand même aussi qui s'engagent et qui mouillent la chemise entre guillemets, bah, très souvent, ils sont cassés par le système institutionnel. Donc, on a une institution qui, très globalement, est maltraitante à l'égard, globalement, je ne dis pas qu'elles le sont toutes, mais globalement, c'est le retour qu'on a des collègues de terrain, très maltraitante à l'égard des collègues de terrain qui, eux, sont au quotidien avec les familles, avec les enfants, qui signalent, qui sollicitent de l'aide, qui vont par exemple dire à un juge la visite médiatisée de cet enfant qui est placé parce que le père est incestueux, c'est d'une violence extrême pour cet enfant, il est très déstructuré avant, très déstructuré après. L'enfant, il n'a plus d'emploi du temps. Le lundi, il voit le pédopsie, le mardi, le psychothérapeute, le mercredi, l'orthophoniste. Enfin, il n'a plus le temps de jouer au foot, de rêver, de faire sa vie d'enfant. Mais le parent incestueux, il a son droit de visite. Il n'a pas l'obligation. Il peut ne pas venir. L'enfant est à disposition. Donc, il faut arrêter de dire que la France est un pays des droits de l'enfant. On est peut-être dans le pays des droits de l'homme, des droits du père, beaucoup, mais des droits de l'enfant, certainement pas. Parce que si on était dans un pays des droits de l'enfant, on se calerait sur les besoins de l'enfant. Il y a une conférence de consensus en 2017 avec beaucoup de travaux, dont ceux de Maurice Berger sur la question des maltraitances sur enfants, qui mettent en avant l'importance en protection de l'enfance de s'adapter aux besoins de l'enfant, entre autres sur la résidence alternée, qui est une vraie violence. Avant 5 ans, l'enfant, il ne peut pas se représenter le temps. Donc, avant 5 ans, si vous vous séparez, vous vous adaptez, tant pis pour vous. Enfin, tant pis pour vous. Vous vous séparez, ou peut-être mieux vous séparer que de rester ensemble. Mais si on aime son enfant, on s'adapte à son enfant. Ce n'est pas à l'enfant de s'adapter aux parents.
Donc, il y a un véritable problème de formation, c'est très clair. Comment faire? C'est pas faute d'essayer de former, mais il y a des réticences, voire des résistances très fortes au plus haut niveau. Là, moi, je l'ai subi, je l'ai vécu au conseil départemental. C'est la responsable du service enfance et famille qui a décidé de supprimer la formation clinique, alors que les collègues de terrain la demandaient parce que les cadres, certains cadres, la majorité, pas tous, j'ai eu quelques mails de soutien, mais la majorité des cadres avaient demandé à ne pas être formés sur la dimension clinique. Alors, si on n'est pas formé sur la clinique des violences sexuelles, comment on les repère? Ben, c'est très compliqué parce que c'est particulier. Est-ce que ça explique aussi le fait qu'il y ait très peu de plaintes en fait et très peu de signalements de la part des professionnels, notamment sur les violences commises sur les bébés ou les petits-enfants? Alors, ça l'explique très probablement. Il y a un véritable problème en France. Alors, là aussi, je ne vais pas être langue de bois. Allez-y. En France, si vous êtes censuré après, hein, vous ne dites pas oui. Hein. Ah non, En non, France, on sera peut-être censuré par Facebook, mais la vidéo non, existera. mais c'est important que les gens comprennent. En France, on a un système dit très démocratique qui est basé sur la présomption d'innocence. Donc, on peut faire un petit schéma rapide. Vous avez une victime, vous avez des faits, vous avez un mis en cause. On ne parle pas d'auteur de mise en cause. En France, pour poursuivre, le magistrat, un procureur, s'il y a une plainte, s'il y a un signalement, ou un juge d'instruction, s'il y a une plainte avec instruction, il ne peut poursuivre que s'il peut faire l'imputabilité, c'est-à-dire dire que ces faits-là sont liés à cette personne-là sur cette personne-là. S'il ne peut pas, c'est classé sans suite si c'est un procureur ou si une ordonnance de non-lieu, si c'est un juge d'instruction. Ça ne veut pas dire que les faits n'ont pas eu lieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas les prouver. Et la parole de l'enfant n'a pas valeur de preuve en France. La parole d'une femme victime de violence conjugale n'a pas valeur de preuve. Comment voulez-vous prouver un viol conjugal? Il n'y a personne qui est là pour voir qu'il y a une contrainte. Comment voulez-vous prouver une violence conjugale? Quelqu'un qui va agresser sa femme, elle le fait dans le huis clos du couple. Les maltraitances et les viols d'un enfant en milieu intrafamilial, ça ne se fait pas dans la rue. Donc, c'est extrêmement compliqué. On attend, et ça c'est très français, on attend que les enfants, et on dit beaucoup aux enfants, c'est à vous de parler, c'est à vous d'appeler le 119. Mais il faut savoir qu'un enfant victime, majoritairement, ne parle pas. C'est un paradigme qu'il faut, une représentation qu'il faut complètement changer. Il faut arrêter de penser qu'un enfant victime va parler. Un enfant victime, il a peur, il est tétanisé, il est souvent submergé par la honte, par la culpabilité. Il est souvent placé dans une confusion ou sous emprise psychique de l'auteur. Il est pris dans des enjeux où il se rend vite compte que ça risque de bouleverser son quotidien. Donc, il va majoritairement se taire. Et par contre, ce sont les mots MAUX qui devraient alerter les professionnels. On en parlera s'ils étaient formés. Donc, pour que ça puisse parler, je vais prendre un exemple qui, je pense, parlera à beaucoup de monde. Si vous êtes un haut dirigeant dans un hôtel américain et qu'en sortant de la douche, la femme de ménage se retrouve avec votre sperme sur le visage, qu'elle dit que vous l'avez violé, en plus cette femme de ménage est noire, aux États-Unis, c'est à la personne dont le sperme se retrouve sur le visage de prouver qu'il n'est pas violeur. Mais s'il a de l'argent, il n'est pas poursuivi parce qu'il y a des accords qui se passent. Mais il s'applique, ne poursuit pas. C'est ce qui s'est passé, alors que si on reprend la même personne, le même sperme, déposé sur le visage de prostituées du Carlton à Lille, c'était aux prostituées de prouver qu'elles avaient été victimes. En France, le système judiciaire n'est pas fait pour les victimes. Il est fait pour les auteurs. Il a été conçu pour les auteurs. Et l'énorme décalage, c'est le gouffre entre les campagnes que l'on entend 119, c'est très important, bien évidemment. Je ne dis pas qu'on ne va pas faire les campagnes, mais faire les campagnes en disant portez plainte, la femme victime de violence conjugale, l'enfant victime de violence qui va aller, qui va parler, la mère qui va aller au commissariat, qui va porter plainte parce qu'on lui dit sinon vous ne protégez pas votre enfant, si elle tombe face à un magistrat qui considère qu'il est un peu perdu, c'est pas trop, c'est un bébé, il sait pas trop, on a des situations et au sein du réseau des professionnels de la protection de l'enfance et de l'adolescence, on en a quand même beaucoup,
de juges qui, parce qu'ils sont perdus, parce qu'ils ne sont pas formés, vont décider de placer l'enfant ou de laisser l'enfant chez le parent auteur. Et parent protecteur n'est pas du tout entendu. Donc, c'est un réel problème qui est lié à notre fonctionnement judiciaire. Et comment ça se fait que donc vous travaillez aussi sur le psychotraumatisme chez le bébé, l'enfant et l'adolescent et personne adulte, mais je fais vraiment voilà, la part des choses parce que c'est différent à chaque âge, comme vous me l'aviez précisé plusieurs fois auparavant. Pourquoi l'état psychique, en fait, psychologique de l'enfant n'est pas une preuve en soi, puisque on a une question sur les symptômes. Il y a des symptômes traumatiques qui subsistent après une agression sexuelle, que ce soit chez le bébé, chez l'enfant, chez l'adolescent ou chez l'adulte. Parce que le système pénal n'est pas fait comme ça. Le système pénal français, il est basé sur l'aveu, il est basé sur la preuve matérielle, une trace ADN. Alors, je vais être crue, je suis désolée, mais on parle de violence sexuelle. Un anus, ça cicatrise très vite. Les médecins légistes sont capables de vous dire, selon le type de déchirure, si l'enfant est constipé, bah, ça déchire d'une certaine façon. S'il a été agressé, ça va déchirer d'une autre façon. Mais au bout de 3 mois, il n'y a plus de traces. C'est cicatrisé. Donc, c'est plus possible de dire ce qui s'est passé. Une déchirure d'hymen, je suis désolée, ce n'est pas un gros mot. Hein, ça m'a été reproché au conseil départemental de Chambéry, mais c'est comme ça que ça s'appelle un viol. Oui. C'est le terme. C'est pas un tire-fesse pour prendre une explication donnée par un père de famille qui va entraîner une déchirure d'hymen. Ce sont des actes quand même très particuliers, mais on sait qu'il y a des viols sans déchirure d'hymen, entre autres avec des doigts, des objets, etc. Donc, s'il n'y a pas de traces matérielles, au sens médico-légal du terme, il n'y a que la parole. Vous voyez bien, un bébé va parler, un petit, il va dire bobo, il va pas forcément avoir l'expressivité à juste titre d'un adolescent. Et même un adolescent, il peut être pris par un sentiment de culpabilité, de honte et pas forcément tout vous dire parce qu'il aura très peur des conséquences. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Si on parle un petit peu de clinique, on a 3 grandes catégories de troubles. Les troubles qui sont très spécifiques, les troubles qui sont évocateurs et les troubles non spécifiques. Les troubles très spécifiques qui sont très, très rares, c'est ce que je vous ai dit là, les déchirures, les troubles médico-légaux qui sont constatables, des MST chez un bébé, hein, ça ne s'attrape pas avec une culotte sale, pour reprendre l'expression d'un père de famille. Des grossesses chez des enfants 12-13 ans, la majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc là, il y a quand même un problème. Quoi qu'en dise une ancienne secrétaire d'État. Il y a quand même un problème. Donc ça, c'est extrêmement rare. Les troubles qui peuvent paraître évocateurs, ce sont des troubles, et là-dessus, il faut être très attentif, qui peuvent apparaître tout de suite. Et c'est ça qui est compliqué, qui peuvent des fois apparaître longtemps après. Et le propre du traumatisme, alors de nature sexuelle, mais aussi un enfant qui a été confronté à un décès violent, par exemple, l'expressivité post-traumatique, elle n'est pas forcément immédiate. Elle peut être plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Et certaines fois, ça décompense quand le parent devient parent, quand son enfant est à l'âge qu'il avait. C'est à ce moment-là que les troubles se réveillent, quelque part, se réactivent, pour utiliser un terme un peu plus savant, donc en différé. Et ces troubles spécifiques, ça va souvent être des troubles, soit des jeux bizarres, à connotation sexuelle, des enfants qui vont avoir des masturbations compulsives. Se masturber, ce n'est pas en soi un gros mot, mais s'ils vont masturber les animaux, s'ils vont se masturber jusqu'au sang, s'ils vont masturber les camarades, essayer de masturber un adulte, là, ce n'est pas du tout adapté. Et je précise également pour des enfants handicapés mentaux, parce que ça, c'est des choses qui sont très banalisées. Ah oui, il est handicapé mental, c'est normal. Non, un handicapé mental, il ne masturbe pas un animal, ce n'est pas du tout adapté. Et ça fait partie des troubles qui sont évocateurs. Les troubles de l'ordre des troubles obsessionnels, des rituels de lavage en particulier, les souillures, parce que ça, on le sait en thérapie, beaucoup d'enfants agressés sexuellement se souillent, se font pipi dessus, caca dessus, pour parler vulgairement, parce qu'ils se protègent. Et ils nous le disent, je suis sûre que comme ça, je ne vais pas être agressée. D'ailleurs, dans la rue, les enfants des rues ou les adultes qui vivent dans la rue, souvent ne veulent pas se laver parce que ça les protège d'agression. Donc ça fait partie des troubles qui sont
évocateurs qui doivent nous mettre en alerte, C'est ça. des jeux traumatiques, des jeux qui répètent des scènes sexuelles, des comportements sexuels très compulsifs, des connaissances sexuelles. Papa, il m'a fait pipi dessus, ça ressemble à de la colle à papier peint, tout ce qui est sensoriel, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évocateur. Les enfants qui vont vous décrire avec des grimaces le goût qui est le goût du sperme, la texture, ça ne s'invente pas et ça ne se voit pas dans les films pornographiques. Enfin, ça se voit dans les films pornographiques, mais ça ne se ressent pas. Quand l'enfant vous en parle, c'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter. Et puis après, on a toute la très, très grande famille des troubles qui ne sont pas spécifiques, qu'on appelle non spécifiques de maltraitance sexuelle, qui signent que l'enfant va mal. Les troubles post-traumatiques, par exemple, ça peut être un enfant endeuillé, un enfant qui était au Bataclan, un enfant qui a vu son professeur se faire assassiner. L'enfant, il peut avoir des troubles du sommeil, il peut régresser, il peut se mettre à être extrêmement agressif, à être régressif, à plus avoir de réaction, à être en retrait, à perdre ses apprentissages, à devenir avec des troubles oppositionnels qu'il n'avait pas. Toute une sphère de troubles qui témoignent que l'enfant va mal, souffre psychiquement, mais qui sont des troubles que l'on retrouve pour un tas d'autres situations. Donc, ils peuvent exister dans les cas d'agression sexuelle, mais ce n'est pas parce que l'enfant a des troubles du sommeil et tout d'un coup fait des colères inexpliquées qu'il a été agressé sexuellement. C'est vraiment toujours à contextualiser. Et la grande difficulté, en particulier chez les agressions sexuelles chez les bébés, c'est que le bébé, si ça se passe une fois, il n'y aura pas forcément de troubles. Si ça se passe de façon très, très régulière et que l'auteur arrête, parce que l'enfant se met à parler, comme on le voit malheureusement dans un certain nombre de situations, l'enfant, quand il va avoir 2, 3, 4 ans, au moment de l'acquisition de la propreté, il peut avoir des sensations qui reviennent et avoir des masturbations compulsives, des comportements où il va s'auto-agresser. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté parce que vraiment, ça se voit, c'est extrêmement violent pour les proches. On s'imagine que ça vient de se passer, mais c'est très rare que les professionnels ou les parents se disent « mais peut-être ça s'est passé quand il était petit ». Ça, il faut y penser. Est-ce que vous pouvez juste expliciter, vous avez parlé de syndrome de stress post-traumatique, pour ceux qui nous écoutent, ce que ça veut dire exactement? Alors, en France, on a un grand... Enfin, en France, pas en France. Au niveau international, on a une grande classification internationale qui s'appelle le DSM-5. Je vous passerai mon superbe accent anglais, mais qui est classification internationale des maladies psychiatriques, qui a été revue en 2013. Alors, j'en parle parce que c'est celui qui sert de référence. On n'est pas forcément tous d'accord avec, mais aux assises, par exemple, en expertise, on nous demande de faire référence au DSM-5. Et j'en parle d'autant plus que le DSM-5 a retoqué ceux qui voulaient faire rentrer les pros pédophiles en particulier, qui voulaient faire rentrer le syndrome d'aliénation parentale, qui est un terme qui ne doit plus être utilisé. Il n'est pas reconnu comme un syndrome. Ça, je le dis pour les collègues professionnels qui nous écouteraient, parce qu'on voit encore dans certaines demandes de magistrats, existe-t-il un SAP, syndrome d'aliénation parentale? Non, ça n'est pas considéré comme un syndrome. On a des parents aliénants, on a 3 études européennes, dont une que j'ai faite, une faite par Maurice Berger et une par Jean-Yves Hayez, qui considèrent de 4 à 5% les fausses allégations. C'est très rare. C'est vraiment pas la majorité. Des parents qui sont omnibulés par le judiciaire et pas du tout par la dimension médicale de ce qu'il en est pour leur enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. Et dans le DSM-5, les troubles post-traumatiques, c'est la confrontation à la mort. Et psychiquement, la mort psychique, c'est le fait d'être confronté, avoir vu la mort, avoir failli mourir, et la dimension sexuelle est considérée comme un événement traumatique. D'accord. Donc, la mort psychique en fait partie. Ok. Je rallume juste mon ordinateur. Oui. Parce que si il s'éteint, je reviens. Voilà, c'est mieux. C'est bon pour vous? Vive la technique. Il n'y a pas de... Non, mais ça évite que l'ordinateur se coupe.
Il y a une question d'un internaute qui demande, est-ce qu'il y a de plus en plus de cas ou est-ce que c'est qu'on en parle plus? Impossible de répondre parce qu'il n'y a pas d'études, donc je ne prendrai pas le risque de dire qu'il y a de plus en plus de cas. Il y a beaucoup d'interrogations sur le fait que des adolescents, des jeunes ados, des jeunes adultes qui seraient confrontés à des images pornographiques auraient besoin d'agir la violence de ce qu'ils voient. C'est une hypothèse. On sait par Tardieu, c'est quand même ancien, hein, fin 18e siècle, début 19e siècle, qu'il y avait des violences sexuelles sur les enfants. Ça existait déjà. À cette époque-là, il y avait une mortalité infantile très importante. On sait qu'il y avait des violences sexuelles sur les enfants. Ferenczi, à l'époque de Freud, en a parlé aussi. Donc, ce n'est pas récent. Ça existe. On en repère davantage, mais je peux vous assurer qu'à l'hôpital, pour travailler à l'hôpital, il y a un certain nombre de situations qui ne sont pas signalées parce que les parents sont des gens connus, parce que les parents arrivent à embrouiller un petit peu les pistes, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a beaucoup d'agressions sexuelles. Je vais être crue, mais l'agression sexuelle, elle peut être chez des enfants, chez des bébés, chez des petits, mais aussi chez les adultes. Ça peut être des pénétrations, donc là, souvent, ça fait des traces, mais pas toujours. Ça peut être, par exemple, des fellations, c'est un viol, mais il n'y a pas de traces. Ça peut être des attouchements ou alors des griffures, mais c'est quand même très rare. Donc, il y a beaucoup d'agressions sexuelles sans traces, qui posent un énorme problème, entre autres pour les enfants quand ils n'ont que leur parole pour essayer de se défendre et que la parole n'est pas prise en compte, en tout cas en France, n'a pas valeur de preuve. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, oui. À cause de notre système. Vous parliez des souvenirs, de la mémoire traumatique chez les bébés. Il y a une personne qui demande, qui s'appelle Elisa Roche, et qui demande si vous connaissez des cas d'enfants ayant des souvenirs d'agression sexuelle antérieure à 3 ans. Est-ce que vous en avez rencontré dans votre pratique? Alors, j'ai rencontré dans ma pratique des enfants ayant des... alors, la mémoire traumatique... un point important, parce que quand on parle de sémantique, la mémoire traumatique, c'est un non-sens, puisqu'il n'y a pas de mémoire. On devrait parler d'amnésie traumatique. Et c'est important d'utiliser les bons mots parce que c'est un système, c'est un contexte, il y a beaucoup de confusion. Mémoire traumatique, c'est un non-sens d'utiliser ces deux mots accolés. Amnésie traumatique, oui, puisque c'est justement la mémoire qui fait défaut, qui ne s'encrypte pas. Donc, on va dire, oui, mais c'est pour ça qu'elle est traumatique. Il n'y a pas de mémoire au sens où on l'entend au niveau littéral. Ça, je le dis parce que du coup, c'est utilisé par ceux qui essayent de disqualifier des professionnels ou des victimes qui vont dire, j'ai une mémoire traumatique. Non, j'ai un problème d'amnésie traumatique, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et ça tient aux assises. La mémoire traumatique aux assises, vous n'êtes absolument pas considéré comme clair dans les explications que vous donnez. Donc, moi, en tant qu'expert, j'ai eu 3 cas d'enfants dans des situations d'enfants de moins de 18 mois, donc des tout petits, qui avaient des flashs sensoriels de mort violente. Donc, d'enfants qui étaient restés auprès du corps de leurs parents, dans des mares de sang, des choses horribles. Pas de situation de viol. Par contre, j'ai une situation d'un petit garçon qui est venu en consultation, il avait 5 ans, avec un comportement sexuel complètement inadapté. Donc, ça va être un peu glauque, mais ça va dans les signes. Il agressait sexuellement sa sœur, ses camarades. Il essayait de mettre dans les fesses tout ce qu'il pouvait, ses fesses, les fesses des copains, des copines dans les toilettes, etc. C'était extrêmement violent et c'était compulsif. Il était puni, il continuait, il recommençait. Il avait un comportement extrêmement régressif. Il avait un problème d'encoprésie alors qu'il n'y avait pas de problème neurophysiologique. Il faut toujours s'assurer de ça. Donc, énormément de signes qui faisaient penser que cet enfant avait été agressé sexuellement. C'est impossible, en rencontrant les parents, d'arriver et l'enfant n'en parlait pas, ne disait pas que c'est un tel qui avait la parole. Il avait 5 ans. Il était incapable d'expliquer pourquoi il le faisait. Il ne pouvait pas s'empêcher de le faire. Il avait beau être puni. Il disait qu'il aimait faire ça. Il avait besoin de le faire. Avait quand même quelque chose dans son expression où il disait que ça lui faisait mal. Il le faisait pour ne plus avoir mal. Alors, je me dégage de la souffrance subie ou de quelque chose qui était extrêmement violemment ressenti en l'agissant sur les autres.
Enfin, il ne le disait pas comme ça, mais j'ai trop mal, c'est pour ça que je le fais. Et en rencontrant les parents, on a fait avec la collègue, on a été deux à avoir ce petit garçon, une hypothèse, mais c'est une hypothèse, en disant il a 5 ans, il a des troubles qui nous font penser qu'il a été agressé sexuellement. Nous, on n'est pas Madame Irma, on peut juste faire une hypothèse que peut-être, et ça, les collègues doivent y compter, ça s'est passé petit. Les parents sont partis et le papa est revenu 2 mois plus tard. C'est un papa qui a un gabarit de première ligne. Moi, je n'étais pas très fière. Surtout que dans ce secteur-là, on est quand même souvent menacé et agressé. Et en fait, il m'a expliqué que c'était son père qui avait agressé son garçon, que son père l'avait agressé lui-même quand il était enfant, plus grand, 3-4 ans, qu'il était convaincu que son père n'aurait jamais osé toucher un bébé, qu'il avait dû confier un jour de déménagement son bébé à ses parents. Dans la famille, tout le monde savait qu'il avait été agressé sexuellement. Il n'y avait jamais eu de plainte, hein, comme souvent ça reste dans le mersa familial. Tout le monde le savait, il avait 5 ans. Et son fils commence à avoir des troubles à 5 ans. Vous voyez comment les choses sont en résonance une fois. Et lui, à ce moment-là, c'est pour ça que ce que je disais en préambule tout à l'heure, il faut aussi faire attention, a confié son fils en étant convaincu que son père ne referait jamais ça à un bébé et que sa mère surveillerait. Bah, ni l'un ni l'autre, le père a fait et la mère n'a pas surveillé. Et quand il est sorti de la consultation d'évaluation et il a essayé de chercher avec sa femme, il a pensé à son père tout de suite. Il a été le voir, il lui a, paraît-il, cassé la figure. Le père a reconnu, hein, le grand-père a été condamné, 2 ans avec sursis, hein, bien évidemment, on est en France. Mais il a quand même reconnu qu'il avait violé ce petit garçon pendant plusieurs mois, à chaque fois qu'il le gardait. Donc, il l'a gardé une première fois, et puis comme apparemment ça s'était bien passé, il a recommencé. Et en défense, il disait que l'enfant aimait ça et l'enfant demandait, parce que l'enfant, au moment du change, écartait les jambes. Donc, c'est l'interprétation aussi que font les pédocriminels hein, du comportement d'enfants qui sont stimulés et qui peuvent, par stimulation provoquée, avoir un comportement qui va être interprété après de façon très abjecte. Hein, quand on expertise ces gens-là, il faut être bien accroché parce qu'ils sont capables d'inverser, mais ça c'est aussi pervers, d'inverser les responsabilités, les culpabilités. C'est la faute de l'enfant. Il s'est mis comme ci, il m'a provoqué, il a fait ci, il a fait ça. Mais ça aussi, c'est un signe d'alerte pour les collègues de PMI en particulier, qui s'occupent de petits, de pédiatres ou même en tant que parents. Si tout d'un coup, votre enfant se met dans une position en PMI, pour une collègue, elle devait examiner un petit garçon de 4 ans qui défait son pantalon, se met à 4 pattes, écarte les fesses et lui demande de lui mettre le doigt dans les fesses. Ça, c'est pas du tout adapté. Si votre petit garçon d'un an, vous êtes en train de le changer, il se touche le zizi, il ne faut pas vous affoler. Vous voyez, il faut arriver à ajuster les choses. C'est-à-dire que la découverte de la sexualité à un certain âge, quand on est petit, est adaptée. Passé un certain âge, c'est des choses qu'on fait. D'accord. Là, vous parlez donc de parents qui ont réagi, qui ont compris ce qui se passait, mais certaines mères voient et savent ce qu'il se passe, notamment quand on parle des violences faites par les pères, et pourtant elles ne font rien. Pourquoi n'agissent-elles pas? Alors, plusieurs profils de mères, parce que ça, moi, j'ai essayé de l'étudier, j'ai essayé de le comprendre. On a une catégorie qui est pas la majoritaire. Alors là, il n'y a pas d'études aussi quantitatives, donc c'est plus du qualitatif. Mais on a fait avec Patrick Ayoun un livre qui s'appelle Quand les mères inceste quand les mères ne protègent pas leur enfant à partir d'une thèse sur 40 situations. Alors 40 c'est peu, mais c'est la seule étude qui existe en France pour essayer de comprendre. On a les mères pédocriminelles comme Outreau, qui sont des femmes qui vont abuser, violer, prostituer leur enfant. Donc ça, c'est vraiment pas le plus courant. Donc, Outreau, c'est le procès d'Outreau qui a fait un énorme qui a été médiatiquement très répertorié. Peut-être que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. En 2 mots? Le procès d'Outreau. Le procès d'Outreau, on a une collègue, Marie-Christine Cuison-Guérard, qui a fait un ouvrage remarquable sur la vérité abusée sur Outreau, qui permettra aux gens de comprendre. Serge Garde aussi a fait un film. Oui. On a eu tout un réseau de pédocriminels, dont certains ont bénéficié de relais et d'avocats dits ténors du barreau, dont l'actuel ministre de la Justice, qui ont instrumentalisé la presse
pour essayer de créer une certaine confusion et faire en sorte que le grand public pense qu'il n'y avait pas eu d'accusés à Outreau. Or, à Outreau, il y a eu 12 enfants reconnus victimes, 2 adultes qui ont été condamnés, d'autres qui ont été acquittés, mais condamnés depuis, sauf qu'on n'en entend pas parler, dans des conditions tout à fait particulières. Et un avocat devenu ministre qui, c'est-à-dire pas dans la cour d'assises, mais à l'extérieur, avait rameuté la presse, dont un de ses collègues, pour pouvoir dire un certain nombre de choses, alors que les jurys étaient encore en train de délibérer. Il annonçait un acquittement général. Donc, du coup, ça a créé une confusion massive majeure qui a porté un préjudice considérable à la protection de l'enfance. Puisqu'après ça, il a été dit, bah voilà, les enfants sont des menteurs. C'est-à-dire qu'avant, les enfants disaient toujours vrai. Après, les enfants sont de principe des menteurs. Donc, vous avez des enquêteurs qui font des auditions d'enfants, même des petits, j'en ai vu encore récemment, disent des choses. Et puis après, à la fin de l'audition, qui vont dire à l'enfant, t'as menti. Et l'enfant peut être complètement déstabilisé quand on est adulte aussi. Parce qu'il peut avoir peur du policier, parce que la question est suggestive, et des fois, il peut dire oui, bah, donc il a menti. C'est ce qui s'est passé à Outreau. À Outreau, il y a eu d'autres manipulations, il y a eu d'autres choses. En tout cas, j'espère qu'un jour, que la vérité se saura. Il y a quand même quelques personnes qui bagarrent pour qu'elles se sachent. Mais les professionnels qui ont essayé de dénoncer ce qui s'était passé avec les réseaux pédocriminels au moment d'Outreau ont été très mis à mal. On a été menacés de mort, ça a été classé. Enfin, ça a été quand même particulier. On espère pouvoir faire un entretien sur ce sujet. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais on vous tient au courant pour ceux qui nous regardent. Du coup, je vous ai un peu embarqué vers autre chose en vous demandant de définir Outreau. Est-ce qu'on peut en revenir donc à ces mères qui n'agissent pas sur lesquelles vous avez c'est important parce que Outreau, ça avait permis de voir qu'il y avait un certain nombre de femmes qui étaient mises en cause. Et les jurés avaient beaucoup de mal à se représenter que des femmes puissent être auteurs. Il y en avait un certain nombre, et un certain nombre ont été recondamnés depuis, quand même, faut le savoir. Mais les femmes auteurs, agresseurs sexuels, restent quand même statistiquement moins présentes, alors en prison bien évidemment, parce qu'elles sont moins condamnées, mais globalement dans le mode opératoire, même si on n'a pas suffisamment d'études, on a surtout des hommes qui sont mis en cause. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes. Il y a quand même des femmes qui, certaines fois, vont agresser sexuellement leur enfant pour différentes raisons. Les autres, qui sont la grande partie des mères qui laissent faire, ce qu'on a pu constater, c'est qu'on a des mères qui vont laisser faire parce qu'elles vont prioriser leur vie personnelle, leur vie de couple. Donc, l'enfant est laissé en pâture, elles ne veulent pas en entendre parler, soit parce que c'est un nouveau compagnon, soit parce que c'est leur compagnon, c'est le père de l'enfant ou c'est le beau-père, mais elles, c'est leur couple. Elles ne veulent pas savoir ce qui peut se passer pour l'enfant. On a des femmes qui vont utiliser de façon assez inconsciente leur enfant comme par souffrance d'elles-mêmes, sans en avoir conscience, c'est-à-dire qu'elles vont le laisser en pâture, en prise de risque majeure, parce qu'elles-mêmes ont été victimes. Donc, quelque chose qui est de l'ordre de la répétition. Entre autres, qui vont confier à des gens qu'elles savent pédophiles ou à un grand-père qui était connu pour être pédophile, qui les a agressés, et elles vont reconfier leur enfant. Donc, on a des femmes qui, très souvent, sauf pour la première catégorie qui est la moins fréquente, mais majoritairement des mères, quand elles ne protègent pas leur enfant, alors qu'elles sont au courant, qui vont dire à l'enfant de se taire, ce sont des femmes qui vont prioriser leur place de femme et pas de mère. Parce qu'une maman, mère et maman, c'est pas pareil. Mère, c'est facile si vous êtes stérile, mais mère, c'est l'état civil. Maman, c'est petit-fils. On peut être une maman adoptive. On peut être une maman parce qu'on s'est occupé d'un enfant qui n'était pas le nôtre et on a été là au quotidien. La maman, elle est là pour protéger, pour sécuriser, comme le papa, pour valoriser, pour donner une bonne estime de soi à son enfant. Et on a des adultes, mais maman comme papa, c'est pareil. Les papas qui ont été abusés, ça existe aussi. C'est très tabou, les hommes abusés, mais il y en a aussi beaucoup. Même si dans les statistiques, on voit quand ils sont petits, il y a à peu près autant. Puis en grandissant, on a l'impression qu'il y a plus de filles. En fait, les filles parlent plus ou elles sont plus entendues que les garçons. Mais on sait qu'il y a beaucoup de garçons qui sont abusés et abuseurs. Donc, on a cette difficulté à concevoir qu'une femme qui protège son enfant, l'image de la mère, nourricière, etc.,
puissent ne pas le protéger, puissent ne pas le voir. Et on a des mamans qui, pour des raisons souvent liées à leur propre histoire, parce qu'elles-mêmes ont subi des abus, parce qu'elles-mêmes n'ont pas eu de maman pour les protéger, sont en grande souffrance pour avoir cette fonction-là, voire intervenir de façon ajustée, peuvent être ambivalentes, un coup je t'aide, un coup je te soutiens, un coup je vais à la police, mais quand le père sort de prison, je m'en mets avec lui, soit tu vas en internat. Ils sont dans des allers-retours comme ça, parce que psychiquement, il y a une vraie souffrance. Alors, c'est toute la question qu'on va souvent se poser quand on est face à un parent maltraitant. Est-ce que c'est une question d'incapacité ou d'incompétence? Un parent qui est incompétent, à un moment donné, ça veut dire qu'on a l'espoir que si on l'aide, si on fait de la guidance, du soutien, qu'on comprend, s'il fait un travail thérapeutique, on y arrivera. Incapable, il n'y a rien à faire. Un parent pervers, il n'y a pas de traitement qui existe. Un fournirait, il ressort, il va recommencer. Je parle de lui parce qu'il est incarcéré pour ad vitam aeternam, mais il y en a d'autres. On sait qu'il ressort, il recommence. Et les traitements ne permettent pas d'empêcher des passages à l'acte avec des objets, je vous passe les détails. Un parent qui est aveugle, pour prendre un autre exemple, il ne verra jamais. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, il n'a pas la capacité de voir. Vous avez des parents qui, du fait de leur histoire, qui, du fait d'un certain nombre de situations, n'ont pas la capacité à pouvoir être présents pour cet enfant-là. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans d'autres situations. Alors là, il y a eu quelques études qui ont été faites, entre autres Christian Lachal, sur les mères qui ont été victimes de viols génocidaires. Alors j'en parle parce que ça peut paraître loin, mais on a eu en France un certain nombre de femmes qui sont arrivées victimes de viols, enceintes. Et on a aussi des viols au sein des familles, d'enfants qui sont issus de viols au sein de couples, et puis d'enfants qui sont issus de l'inceste. C'est aussi une réalité qui est très peu reconnue, entre guillemets, mais qui est une réalité. Quand je dis très peu reconnue, c'est quand on voit des situations de jeunes filles qui ont 14 ans qui sont enceintes. Et quand on dit qu'il faut faire un signalement pour savoir qui est le père, on a souvent des levées de boucliers en nous disant elle fait ce qu'elle veut. Bah non, à 14 ans, psychiquement, on n'est pas encore autonome. Et quand on est dans des situations d'inceste, on a vu malheureusement beaucoup de situations de jeunes femmes, de jeunes filles qui avaient 15, 16, 17 ans, enceintes de leur oncle, de leur père, de leur frère. Enfin, c'est des situations qui existent pour lesquelles il faut faire attention. Donc, globalement, les mamans qui ne voient pas, il y a celles qui ne... C'est pas qu'elles ne veulent pas voir. Il y a quelque chose qu'elles ne peuvent pas psychiquement voir. Et très souvent, quand elles vont voir, elles vont s'effondrer. Elles sont en incapacité de protéger à un moment donné, en incompétence, mais en incapacité même du fait de leur propre histoire, de protéger leur enfant. Et puis, on a celles qui sont capables, qui s'en rendent compte, qui savent, et on l'a vu lors de l'étude sur le devenir des femmes qui sont devenues mamans après l'inceste, qui disent à quel point ça a été compliqué quand elles ont eu un bébé, quand elles ont eu ces soins corps à corps à faire, quand elles ont eu leur bébé qui avait leur âge, 3-4 ans, qui commençait à poser des questions sur la sexualité, sur tout ça, à quel point c'était violent pour elles, parce que ça réactivait aussi ce qu'elles avaient vécu. Et que dans ces cas-là, on a des mamans qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être soutenues, ou des papas, parce que ça peut aussi arriver aux papas. Et c'est des fois très compliqué, parce que quand ils vont aller voir des professionnels, ça peut arriver qu'il y ait des professionnels qui disent pensant bien faire, ça s'est passé il y a quand même longtemps, c'est votre enfant, c'est plus pareil, allez-y, massez-le, faites les soins, portez-le. Alors, il y a des protections qui se passent, et à leur insu, les professionnels vont faciliter ou provoquer des passages à l'acte qui ne devraient pas avoir lieu. D'accord. Vous parliez beaucoup de la reproduction, de la violence, de ce qu'on, quand en victime on a subi et qui peut être reproduit par un passage à l'acte pédocriminel. Il y a une question qui revient beaucoup dans les commentaires, qui est: est-ce que tous les agresseurs ont-ils forcément été des victimes, ou est-ce que toutes les victimes ne sont-elles pas agresseurs? Enfin, c'est une double question. Oui. Je sais pas si alors, je vais commencer par la deuxième. Heureusement que non. Vous avez beaucoup de personnes qui sont victimes, qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance.
qui ont une vie d'adulte. Il y avait une étude qui avait été faite à Grenoble par Michel Zorman à l'université il y a déjà quelques années, mais qui doit être retrouvable sur Internet, qui montrait qu'il y avait à peu près 60-70% d'étudiants à l'époque, c'était donc les premières années d'université, qui avaient été victimes d'agressions sexuelles au sens large, c'est-à-dire de l'attouchement au viol. Et qui pourtant, qui faisaient des études, qui avaient réussi à avoir une vie sociale, des fois une vie amoureuse, une vie parentale. Donc, heureusement que beaucoup de personnes qui ont été victimes dans leur enfance de violences sexuelles arrivent à avoir une vie d'adulte. Mais, j'ai envie de dire parce qu'on entend souvent le terme résilience comme si c'était un mot magique, comme si c'était l'oubli. Être résilient, ça veut dire on apprivoise ses troubles. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas. Une personne qui a été victime de viol enfant, elle va souffrir toute sa vie. Ça ne se répare pas. Et ça serait mentir à une victime de lui dire ça va se réparer. Ça ne se répare pas, par contre, on peut vivre avec. On peut apprendre à vivre avec. On peut vivre bien, on peut être heureux, on peut avoir des enfants, on peut avoir une vie sexuelle, une vie relationnelle, une vie professionnelle épanouie. On n'est pas condamné à souffrir. Je pense que c'est important de dire aux personnes qui ont été victimes que victime, c'est un terme judiciaire. Moi, je parle plus de blessés psychiques, mais qui ont vécu des choses atroces dans leur enfance, que ça ne fera pas leur identité d'adulte. Ça a été atroce, mais leur vie d'adulte leur appartient. Et on peut avoir subi des choses atroces, horribles, mais la vie d'adulte, elle va se construire aussi là-dessus, c'est vrai. On a besoin des fois de faire le ménage et d'essayer d'y voir un petit peu plus clair. Mais elle ne doit pas être gâchée par ça. On peut pas, il faudrait éviter de faire une identité du passé victimaire. Ça voudrait dire que votre vie va se réduire à ça. On peut prendre des pancartes en disant j'étais victime de viol, j'étais victime d'un test, j'étais victime de ci, de ça. Est-ce que c'est pourtant ça qui va vous aider à avancer? Pas forcément. La résilience, c'est apprivoiser, c'est vivre avec. En tout cas, le terme résilience de retour en arrière, ça, c'est certainement pas ça. Un traumatisme et un traumatisme sexuel, ils ne se réparent pas, ils s'apprivoisent. Là où c'est très violent par rapport à d'autres maltraitances, sexuelle, c'est que ça va attaquer la filiation. Attaquer la filiation? Ouais. Oui, la filiation. Attaquer la filiation. Un enfant qui a été abusé ou maltraité par un parent, par exemple par un père, il porte à vie le nom du père. Alors qu'il devrait pouvoir changer. Il faut qu'il puisse prouver le préjudice au tribunal pour changer de nom, ce qui est quand même hallucinant. Ça devrait lui être accordé d'office. Oui, on a vu avec Eva Thomas, j'en parle pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu le live avec Eva Thomas, qui a écrit un livre par rapport à la reconnaissance de la justice et du changement de nom, qui s'appelle Le sang des mots, les victimes, l'inceste et la loi. Donc, si ça vous intéresse, allez vous renseigner de ce côté-là, parce que c'est possible, si vous avez vécu, vous avez été victime d'agression sexuelle, de changer de nom. C'est possible de changer de nom. C'est un coût financier, il faut le savoir. C'est un coût temporel aussi important. Donc, faites-vous aider par des associations. Restez pas tout seul, c'est possible, mais c'est long, c'est compliqué. Il va falloir montrer le préjudice. Donc, quand l'auteur n'a pas été condamné, parce que la victime n'a pas parlé, n'a pas pu parler, n'a pas été entendue, elles peuvent approuver le préjudice. Et ça, c'est un réel problème. Donc, ça attaque aussi l'image corporelle. On a beaucoup de problèmes de troubles alimentaires, beaucoup de dysmorphophobie, beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec leur corps, qui sont mal à l'aise dans la sexualité, qui ont du mal dans les sensations. C'est très particulier par rapport aux maltraitances physiques, aux maltraitances psychologiques qui détruisent aussi. Mais autrement, là, ça va détruire aussi l'intimité et la question de la sexualité dans le rapport aussi à l'autre, aux autres, des choses qui peuvent être extrêmement difficiles pour les victimes d'abus sexuels. Donc, l'idée, c'est de ne pas réduire la personne. Et en effet, beaucoup de victimes, et heureusement, ont une vie d'adulte et ont le droit et ont l'espoir d'avoir une vie qui sera, je l'espère, la plus belle possible, mais qui sera une vie avec, je pense, il ne faut pas être dans le déni en disant ça va se réparer, on va récupérer. Non, on apprivoise. Ça fait beaucoup réagir le fait que vous parliez de réparation et pas de guérison. Du coup, je vous lis une question qui est sortie. Ne croyez-vous pas qu'avec des thérapies qui prennent en compte le psychocorporel, tel que l'a décrit Peter Levine, ne permet pas de sortir de la somatisation et des douleurs physiques et psychiques, et donc d'envisager de parler de guérison?
Alors, Peter Levine, il a beaucoup travaillé sur le psychocorporel, mais justement sur la dimension psychique, pas forcément. Donc, il n'y a pas une thérapie miracle. Si c'était une maladie, une molécule, plus de problème. Alors, vous allez avoir certaines fois des psychotropes, anxiolytiques, des peurs, qui permettent de tenir, qui permettent, quand on a été exposé à du stress toute son enfance du fait de violences sexuelles ou de maltraitance, ou les deux, ou des maltraitances physiques, j'entends, ou des violences psychologiques, vont vous permettre de tenir et d'éviter une décompensation totale au niveau somatique. Mais la guérison au sens j'ai un rhume, je prends un médicament, j'ai plus de rhume. J'ai été victime de viol et ma vie, elle sera celle qu'elle elle aurait été si je n'avais pas été victime. Je pense qu'il faut arrêter de mentir aux victimes de viol, arrêter de mentir aux victimes d'inceste, arrêter de mentir aux victimes qui ont subi du harcèlement, même aux violences conjugales pour les personnes qui sont plus âgées, enfin plus âgées, plus grandes, adultes. On apprivoise les thérapies, et je pense que les thérapies, il n'y a pas une thérapie. S'il y en avait une, sincèrement, on saurait et on dirait aux victimes. Il y a, en fonction de l'histoire de la personne, de là où elle en est, de son parcours personnel, telle thérapie qui peut être étendue, telle autre. Les thérapies corporelles, pour des victimes, certaines fois à T0, au moment où ça se passe, c'est une horreur. Il ne faut surtout pas. L'hypnose, par exemple, ça peut être une catastrophe à T0. Par contre, on sait qu'une personne qui aura fait un travail déjà bien avancé, ça peut être très aidant. Donc, il n'y a pas une thérapie miracle, il y en a plusieurs. Mais je pense que ça serait mentir aux personnes qui ont été traumatisées, comme quelqu'un qui est endeuillé, lui dire que, d'ailleurs, on a changé l'appellation, si on parle du deuil. Très longtemps, on parlait d'étapes, alors c'était très ethnocentré, c'était fait par des Occidentaux, pour des Occidentaux. On parlait de la dernière phase comme la phase d'acceptation. Quand vous êtes en deuil, vous n'acceptez jamais la mort de l'autre. Vous l'apprivoisez, vous vous adaptez, ce n'est pas pareil. Quand vous avez été victime, votre vie, elle ne sera plus jamais la même. Vous n'aurez jamais de première fois, au sens physiologique du terme, pour le coup, si vous avez été victime d'inceste. Vous aurez des relations qui seront différentes. Ça ne veut pas dire que ça sera pas des belles relations, mais il y a quand même des choses qui vont être différentes. Donc, quand on dit on va réparer, comme si on va réparer un bibelot et comme si c'était hop, deux, trois coups de magie de résilience et zou, c'est parti. C'est comme quand on entend, bah non, de toute façon, la génération Covid, sont tout petits, vous oubliez, passeront à autre chose. Ça marque. Mais c'est pas parce que ça marque qu'on ne va pas pouvoir vivre. Le reconnaître, ne pas être dans le déni, se dire on va apprivoiser ça. Les cauchemars, il n'y a pas de molécules anti-cauchemars. Les victimes de viol, de maltraitance qui ont duré font très souvent des cauchemars à vie, des cauchemars qui sont épouvantables. Si on avait une molécule pour empêcher le cauchemar, je pense que la personne ferait fortune. Il y a des traitements qui permettent d'être complètement assommés et d'être dans des états de limite hypnotique pour dormir et bon, vous faites des nuits, mais sans médicaments, c'est très compliqué. Par contre, on apprivoise, on apprend comme un vieux compagnon de cauchemar qui arrive, on apprend à faire avec. Apprivoiser, je pense que on a un devoir de vérité par rapport aux victimes. Et le fait de leur dire, on va réparer, comme on va réparer un trou de chaussette ou comme on va réparer un verre cassé, c'est pas vrai. On apprivoise, il y a une cicatrice qui est là, qui fait mal, il y a des moments de la vie qui font particulièrement mal, il y a des réactivations. Les parents qui ont été victimes d'inceste qui deviennent parents, je pense que ça leur parlera quand leur enfant, à l'âge qu'ils avaient au moment des faits, très souvent ils s'effondrent ou c'est compliqué, ou ils sont angoissés, c'est difficile. Si c'était réparé, ça se saurait. Et ce que l'on sait dans le suivi, parce qu'on a quand même fait quelques études de victimes, de différents types de violences, entre autres sur les situations d'inceste, c'est pas les peines de prison ou le fait que l'auteur reconnaisse, ça va aider. Mais c'est pas ça qui va être le plus restructurant psychiquement. Le plus restructurant, c'est quand l'autre parent, alors souvent la mère, va reconnaître qu'elle a failli à un moment donné, bah peut-être oui qu'elle était à la maternité au moment où le beau-père a agressé, mais le fait de reconnaître à un moment donné d'avoir failli et de rester présent. Il faut quand même que les gens aient en tête et notion que quand vous avez été victime d'abus sexuels en milieu familial, en intrafamilial, la plupart du temps, vous êtes éjecté de votre famille.
Parce que vous rappelez la transgression. Vous rappelez le fait qu'il y a eu ça quand c'est quelqu'un d'extérieur, un cousin, un oncle, un instituteur, un homme d'église ou je ne sais quoi. Vous rappelez ça. Et la plupart des victimes sont très, très seules, très isolées. Donc, avoir le versant très idéalisé, la thérapie miracle qui fait qu'on arrive à... Et on a oublié, on n'oublie pas qu'on a été violé, jamais. On apprend à vivre avec, on peut vivre avec. Il y a des thérapies très aidantes, les thérapies comportementales, les thérapies corporelles, les thérapies comme l'équithérapie, par exemple, avec les animaux, avec les chevaux, peuvent être extrêmement aidantes. À un moment donné, il y a d'autres thérapies qui seront aidantes à un autre moment donné. Ça va dépendre de la personne, du type d'agression, du type d'abus et du thérapeute, parce que la thérapie, c'est une rencontre aussi. Vous avez beaucoup d'enfants qu'on va mettre en CMP avec l'idée qu'ils sont suivis. Tout le monde est rassuré. Et puis, vous le voyez 20 ans plus tard, il vous dit, bah, le psy, il attendait que je parle et moi, j'attendais que le psy me parle. Donc, parler à un enfant victime, c'est aller vers lui et pas forcément attendre qu'il vous parle. Donc, il y a des fois des malentendus violents entre thérapeute et victime. C'est particulier la prise en charge. Ça, c'est la première réponse parce que je reviens à ce que vous m'avez posé comme question. Sur les auteurs, on a beaucoup d'avocats d'auteurs qui, on le voit à l'expertise, hein, quand on est plusieurs experts et qu'on ne les voit pas au même moment, on sait que l'avocat est passé. Ils vont mettre en avant le fait que, oui, il a violé parce qu'il avait été violé enfant. En fait, ce que l'on va retrouver, ce n'est pas forcément des abus sexuels chez les violeurs. Ceux qui sont incarcérés, parce qu'il y a tous ceux qui passent à travers les mailles et qu'on n'attrape pas et qui sont dans la nature, et il y en a quand même beaucoup à cause du système pénal que j'ai décrit tout à l'heure. Et pour ceux pour lesquels on est amené à faire des expertises, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une faille profonde dans la reconnaissance de l'autre, dans l'empathie, dans l'altérité, dans le fait d'intégrer l'interdit de l'inceste, de l'agression sexuelle. Moi, j'ai été assez choquée dernièrement sur certains jeunes que j'ai dû expertiser dans des situations de viol collectif, qui sont capables de façon extrêmement, je veux dire, sincère, authentique, hein, sans aucune gêne, sans aucune honte, de dire bah, elle était là, elle n'aurait pas été là, c'est quelqu'un d'autre, ce n'était pas le problème. Et de toute façon, je ne l'ai pas violée parce qu'elles l'ont sodomisée. Ils l'ont sodomisée. Et parce qu'ils n'ont pas touché l'hymen. Donc, il y a aussi la notion de la transgression, du respect du corps, de l'empathie, de ne pas considérer l'autre comme un objet, qui est extrêmement problématique et chez ces auteurs-là. Et ce n'est pas pour autant des gens qui ont été agressés sexuellement, mais dans l'éducation, il y a une faille majeure dans cette transmission de ce qu'est l'empathie. Et l'empathie, elle vient des parents ou elle vient de l'entourage. Tu ne feras pas de mal à l'autre, tu ne te feras pas à l'autre ce que je ne voudrais pas subir. Et chez ces auteurs-là, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon quasi systématique. Alors des traits psychopathiques, on pourrait dire, si on est sur de la sémiologie, où la loi n'est pas intégrée, mais l'autre n'est pas intégré. Ils n'ont pas forcément été agresseurs sexuels, agressés sexuellement, mais certains vont utiliser ça de façon assez efficace aux assises en tout cas, pour essayer d'obtenir un allègement de leur peine et se victimiser. Mais même s'ils ont été victimes, il y a beaucoup d'enfants victimes, et heureusement, qui ne passent pas à l'acte comme agresseurs sexuels, comme on a beaucoup d'enfants qui voient des films pornographiques ou des images pornographiques, parce que ça fait peut-être partie des inquiétudes des parents, qui ne passent pas à l'acte. Heureusement, dans les études, il y en a 70% en sixième qui ont vu des images pornographiques. Heureusement qu'on n'a pas 70% d'agresseurs sexuels en sixième. Hein. Une autre inquiétude des parents, c'est comment on aborde cette question des violences sexuelles avec son enfant. Alors, bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire aux parents le plus tôt possible. Alors, il y a des parents qui vont dire, on va pas en parler à mon bébé, on n'aura pas la tête. Mais il y a des choses dans l'éducation à l'enfant, dans la façon dont on porte soin à l'enfant, qui sont importantes à transmettre. Si vous prenez, par exemple, moi, je l'ai vu dans des situations en crèche ou dans ce qu'on appelle les MAM, les maisons d'accueil maternelle, au moment du change, ce n'est pas le moment que le petit frère, la petite sœur, l'autre petit garçon qui est là, viennent voir comment c'est, viennent toucher le bébé. Non, c'est privé. L'intimité, elle se transmet aussi comme ça dans les soins qu'on va faire à l'enfant petit.
Après, quand il grandit, lui apprendre très rapidement à être propre, à être autonome au niveau de la toilette, c'est important. Évite qu'il y ait des agressions par un parent, un grand-parent qui, à 7-8 ans, veut se mettre à laver ou veut laver son petit-fils, sa fille ou je ne sais quoi. Et puis éviter aussi que les parents comprennent que des enfants, parce qu'on le voit aussi certaines fois en expertise de façon assez déroutante, ils sont capables de vous expliquer non, que le bain, c'est grand frère de 14 ans qui va laver la petite sœur de 2 ans. Ils vont se laver ensemble. Un adolescent qui est pubère, il ne va pas avec sa petite sœur qui est prépubère. Ce n'est pas possible. On a beaucoup d'agressions sexuelles entre enfants de la même fratrie biologique qui démarrent au début, ils le disent très bien, d'un problème de lavage, de soins de toilette, où l'intimité n'a pas été respectée. Un enfant, quand il commence à être propre, quand il commence à avoir 3-4 ans, l'intimité dans notre culture, on n'est pas au fin fond de l'Amazonie, on est en France, c'est quelque chose qui s'apprend. Alors, le Covid a beaucoup d'effets négatifs, mais il aura peut-être un effet positif de changer nos toilettes scolaires. Parce que dans les toilettes des maternelles, c'est très paradoxal qu'on essaye d'apprendre à nos enfants de respecter leur corps, respecter le corps de l'autre, en sachant qu'on leur demande de faire leurs besoins primaires, pyramide de Maslow, les toilettes, dans des conditions que nos députés n'accepteraient jamais. Donc, bien évidemment, là, avec le Covid, les règles sanitaires, j'espère que ça va changer pour le mieux. Ça peut être que mieux. Pour préciser, pour les parents qui n'ont pas mis leurs enfants à l'école ou qui ne savent pas à quoi ressemblent des toilettes d'enfants en maternelle, c'est des toilettes ouvertes où toute la classe va ensemble et où les garçons et les filles sont, la plupart du temps, je ne vais pas faire de généralité, mais mélangés. Et puis, certaines fois, des toilettes où on peut passer d'une classe à l'autre. Moi, j'ai vu une école où les parents, pour aller chercher leur enfant en maternelle, traversaient les toilettes et donc les enfants se retrouvent avec des adultes complètement extérieurs pour faire leurs besoins. Donc, la question de l'intimité, elle se transmet très, très tôt. Et plus on en parle tôt, mieux c'est. Mais elle se transmet aussi dans l'éducation. C'est-à-dire qu'on va changer son bébé, ce n'est pas la fiesta de toute la famille qui vient assister au change. Quand l'enfant apprend la propreté, il y a un espace pour apprendre à être propre. On ne va pas mettre le pot au milieu du salon et faire la hola avec son enfant parce qu'il est devenu propre. La question de l'intimité se transmet dans le respect de l'autre. Et c'est aussi ça qui est important dans l'éducation de nos enfants, dans la façon dont on se respecte au sein d'un couple, dont on va respecter nos enfants, dont on va leur parler par rapport à la question du corps. Il y a beaucoup de choses et on voit des familles qu'on va appeler nous incestuelles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il y a un environnement malsain. Il n'y a pas de porte dans les toilettes, tout le monde dort ensemble, dans notre culture, tout le monde dort ensemble. Il y a des remarques qui sont faites par le parent sur la puberté de l'enfant, des choses qui sont extrêmement confuses dans les générations entre enfants et adultes. Il n'y a pas de respect générationnel. Il n'y a pas de transmission de l'interdit et il n'y a pas de respect de l'intimité. Et ça, c'est extrêmement problématique. Et c'est aux parents de le transmettre à l'enfant, très tôt. Et donc là, on parle d'intimité. Et comment on aborde la notion de consentement? Alors, il faudrait déjà définir c'est quoi le consentement. Alors, je vous laisse donner votre définition du consentement. Le consentement, c'est d'être d'accord, pour le dire simple, c'est d'être d'accord pour quelque chose, mais d'être d'accord en conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un tout petit peut être d'accord pour faire une bêtise parce qu'il n'a pas notion que c'est une bêtise. Il peut être d'accord pour faire quelque chose parce qu'il trouve rigolo de faire quelque chose, mais il n'a pas notion que c'est interdit. Donc, il faut avoir une capacité de discernement, c'est-à-dire d'intégration d'un certain nombre de choses pour comprendre que telle ou telle chose ne se fait pas. Et moi, j'ai vu des enfants de maternelle avec un agresseur sexuel instituteur qui n'avait pas de caleçon et les enfants devaient passer leurs mains et c'était pour eux un jeu. D'ailleurs, ça a beaucoup dérouté les parents. D'un côté de la poche du pantalon de l'enseignant jusqu'à l'autre, et bien évidemment, l'enseignant avait mis ça sous forme de jeu en disant qu'il fallait, alors ça va être un peu cru, je suis désolée, mais toucher le carambar et faire que le carambar devienne dur. Et on gagnait quand on avait réussi à faire en sorte qu'il y ait du jus de carambar. Alors, c'est sûr que les policiers, quand ils parlaient du sexe, ils n'ont pas vu le sexe. Donc, du coup, après, on a dit que c'était des enfants menteurs. Bon, là, il y avait du sperme, donc traces ADN qui ont quand même permis de
de poursuivre, mais il a pris que du sursis, cet homme-là. Mais les enfants, c'était ludique. Donc, eux, ils étaient consentants pour jouer. Ils jouaient. Donc, il faut faire très, très attention parce que ce terme-là peut être instrumentalisé par certains réseaux mafieux, pédocriminels, avec l'idée que l'enfant est consentant. Il est d'accord. La petite jeune fille de 13 ans qui est amoureuse de son oncle, on va dire qu'elle est consentante. Et elle dira qu'elle était d'accord. Elle trouvait ça formidable que son oncle qu'elle admire soit son amoureux. Donc, le consentement nécessite une capacité de discernement. C'est pas que faire quelque chose en ayant conscience qu'on va le faire. On a conscience qu'on le fait, on a compris l'ensemble de ce que ça représente. Et c'est toute la difficulté du discernement. On est très nombreux à considérer, et on a dû beaucoup bagarrer et on n'a pas gagné totalement, que le discernement, entre autres dans les contextes d'inceste, où l'enfant est sous pression du parent, est sous contrôle du parent, est sous emprise du parent, avant la majorité, on ne peut pas dire qu'il y a discernement. Ça n'est pas possible. Alors, on nous a dit, bah non, c'est 15 ans et 3 mois, ou c'est 15 ans la majorité sexuelle, mais en contexte d'inceste, ou quand l'adulte fait autorité, il n'y a pas de discernement pensable. C'est pas possible. Et le consentement, là, je considère que lorsqu'on entend certains, et il y a certaines personnes qui vont dire non, on met le consentement à 15 ans. À 15 ans, quand vous êtes avec un adulte qui fait autorité, qui est votre enseignant, quand vous êtes avec un parent qui fait autorité, le consentement, il n'y en a pas. Vous n'avez pas votre capacité propre de penser, d'intégrer les choses, parce que vous êtes trop collé à l'autre. Donc, le consentement à 15 ans, ce n'est pas parce que vous êtes mature sexuellement que vous avez la capacité de consentir. Et puis, il peut y avoir une confusion aussi des limites entre l'admiration et l'affection qu'on ressent pour une personne adulte et ce qu'on appelle le désir d'adulte et l'amour. Alors, il y a Ferenczi qui était un collègue de Freud, même période, qui avait parlé de confusion des langues, qui est un terme assez juste, enfin, c'est la traduction, mais l'enfant, il va y aller avec son idée de tendresse, de jeu, de quelque chose de ludique, de chercher un câlin, de réassurance, et l'adulte va en profiter, l'adulte tordu, l'adulte qui est pédocriminel, va en profiter pour créer une confusion et créer quelque chose qui est de l'ordre de l'emprise. Mais on le voit aussi dans les violences conjugales, on le voit aussi certaines fois dans les violences entre un thérapeute et un patient, on voit aussi la façon dont un enseignant et un élève, dont tout d'un coup, on profite d'un ascendant pour créer une forme de confusion et inverser un petit peu les responsabilités et dire après, bah non, c'est lui qui m'a provoqué, c'est lui, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent aux assises, quand on passe aux assises. Donc, parler de consentement et chez un enfant mineur, pour moi, ça pose un réel problème éthique. Ok. Et je pense qu'il y a des enfants, je pense qu'il y a des enfants il y a des adultes de 24-25 ans qui sont encore très dépendants de leurs parents psychiquement, affectivement, dans des contextes d'inceste ou dans des contextes de promiscuité comme ça, familiale. Ils n'ont pas du tout la capacité de consentir et qui font les choses, même pour des choix d'études, on le voit, c'est pour le choix de papa, c'est le choix de maman, c'est pas leur choix à eux, c'est quelque chose qui est totalement édité par le parent. Je voulais aborder avec vous un dernier sujet qui est quand même un gros sujet pour finir cet entretien. Vous venez de nous faire un état des lieux qui est quand même assez édifiant. On n'a pas parlé de la protection de l'enfance, mais vous avez écrit un livre avec Eugénie Izard sur les dangers dans la protection de l'enfance. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot et finalement derrière l'omerta en fait de la protection de l'enfance? La France n'est pas du tout le pays des droits de l'enfance, ça je l'ai dit, je l'affirme. Si ça l'était, on n'aurait pas des situations catastrophiques comme on les a actuellement, à savoir des parents protecteurs qui sont poursuivis, des enfants victimes d'inceste qui continuent d'être placés chez le parent auteur alors qu'on a tous les éléments, qu'on a fait X signalements, qu'on a des éléments médico-légaux, etc., qui permettent d'attester qu'il se passe des choses. Donc l'omerta, elle existe probablement parce que je ne suis pas suicidaire, je précise, le gouvernement, le système français, pardon, le système français est un système mafieux. On a eu des ministres qui ont été pédophiles, pédocriminels, qui ont été nommés et restés en poste dans les camps pédocriminels. On a tout un système mafieux qui existe actuellement où s'intriquent les problèmes de trafic de drogue, trafic d'enfants. Au moment de Sangatte, Interpol avait signalé qu'il y avait 10 000 enfants
en France, sans gaffe, 10 000 enfants mineurs qui avaient disparu, probablement raptés par des réseaux pédocriminels, on n'en a quasiment pas entendu parler. Pourtant, c'est une réalité. Vous avez un très grand nombre de mineurs isolés qui arrivent en France, qui, pour avoir eu un gilet, ont dû faire une fellation, ont dû subir une sodomie, prendre le gilet. Enfin, c'est une réalité qui reste extrêmement taboue, avec une omerta qui est probablement renforcée par certains réseaux, certaines personnalités qui font en sorte que les choses ne bougent pas, ne savent pas, et on fait en sorte de faire taire de différentes façons. Moi, j'ai dû démissionner de la fonction Oui, publique. voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez été contrainte de démissionner de la fonction publique en tant que lanceur d'alerte. En tant que lanceur d'alerte. Est-ce que vous voulez nous expliquer à quoi vous faites face, en fait, par exemple en participant aujourd'hui, mais en donnant des informations qui sont extrêmement tabous sur ce qui se passe? Il y a des choses qui sont facilement vérifiables. J'étais menacée de mort par le ministre actuel de la Justice lors du procès de Rennes. J'ai écrit un article là-dessus dans Mediapart. Il n'a pas porté plainte parce qu'il sait parfaitement que c'est juste. Et son ami journaliste au Figaro a fait un article diffamatoire à mon sujet en disant que j'étais une fausse psychologue. Ça s'appelle du hacking, ça s'appelle une façon de disqualifier un professionnel. Et il y a des collègues qui après vous disent « Ah, de toute façon, c'est une fausse psychologue, c'est bien écrit dans le Figaro ». Sauf que Durand Soufflant et la plume de Dupond-Moretti, et qui sont chien et chat, connaissent parfaitement et ils se soutiennent mutuellement. Donc, quand on est professionnel engagé, on est menacé, même par des gens, vous voyez, qui ont ce type de poste. Donc, ça pose aussi question qu'on ait ce type de personnalité à ce type de poste et à ce type de fonction. Mais ça permet aussi de se rendre compte que ce n'est pas avec ce type de personnalité qu'on va protéger les enfants. Quand on sait, ce n'est pas tellement la question que ce ministre ait défendu des auteurs, les auteurs ont le droit d'être défendus. On est en France, c'est un pays démocratique. Mais c'est un avocat qui est très connu pour humilier les victimes. Les humilier jusqu'à ce qu'elles se fassent dessus, qu'elles pleurent, humilier les professionnels qui interviennent et les terroriser. Moi, j'étais menacée de mort par cette personne qui a bénéficié aux assises, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans la salle d'assises. Il n'a pas été poursuivi. Et maintenant, il est ministre. Il en a menacé d'autres. Il est ministre. Donc, ça pose une question. Comment se fait qu'en France, on ait quelqu'un qui soit ministre de la Justice en ayant mis à mal comme ça des professionnels, des victimes? Est-ce que c'est ça la justice? Il y a quand même beaucoup d'autres personnes et d'avocats d'auteurs en particulier respectueux des victimes qui pouvaient avoir ce poste-là. Donc ça pose la question du réseau mafieux qui existait actuellement en France entre trafic pédocriminel, trafic de stupéfiants, enfin les policiers, les enquêteurs savent très bien ça, c'est souvent lié. Et en protection de l'enfance, ce qui va se passer très souvent, c'est que les professionnels ont très peur parce qu'on est menacé. Jenny Isard, vous en parliez, et régulièrement avec des plaintes au Conseil de l'ordre. Moi, j'ai dû quitter la fonction publique parce qu'on a fait des pressions pas possibles par rapport à des choses que j'avais pu dire ou dénoncer qui pouvaient se passer dans le service dans lequel je travaillais, de l'ordre financier, de l'ordre sexuel, enfin, ça dérange. Donc, il y a des professionnels qui préfèrent ne... Et je ne critique pas parce que c'est extrêmement difficile à tenir comme position. Il y a des professionnels qui préfèrent ne rien dire, ne rien faire, ne rien voir, essayer de signaler via le 119. Et heureusement que le 119 existe parce qu'il y a beaucoup de signalements de professionnels qui n'ont pas d'autres ressources que de le faire de façon anonyme. C'est actuellement très difficile et c'est pour ça qu'on a écrit ce livre avec Eugénie Isard, Maurice Berger et d'autres, pour des professionnels de terrain, de signaler la maltraitance qui existe sur les enfants parce qu'il y a aussi beaucoup de maltraitance des professionnels de terrain. C'est-à-dire ceux de terrain qui vont essayer de protéger des enfants, s'ils bougent trop, s'ils signalent trop, ils changent de poste, ils n'ont pas de poste qui était prévu, ils n'ont pas les vacances qui étaient prévues, etc., etc. Donc, au bout d'un moment, on en arrive à faire une société de personnes qui se taisent. Et on en arrive à créer une omerta générale. Vous le disiez tout à l'heure, vous faites partie des rares personnes publiques à identifier ouvertement des personnes du gouvernement, des magistrats et le crime organisé dans les réseaux pédocriminels. Jusqu'où êtes-vous prête à aller? Je crois que j'ai déjà fait beaucoup. Je vais essayer d'éviter d'être suicidée, ça serait bien. J'ai déjà perdu mon boulot, donc ça fait quand même pas mal quand même dans une carrière.
J'ai eu des menaces sur mes enfants, sur moi. Enfin, ça peut aller extrêmement loin. Mais je pense que c'est important. On n'a qu'une vie, il faut qu'elle soit utile. S'il y a quelques personnes qui essayent de faire bouger les choses, alors c'est un petit grain de sable plus un petit grain de sable qui permettra peut-être que ça puisse bouger. Vous avez beaucoup de magistrats qui bagarrent, que ça bouge et que ça change. Vous avez beaucoup de policiers d'enquêteurs qui bagarrent pour que ça bouge et que ça change. Il y a des professionnels dans tous les secteurs professionnels qui essayent de bouger. Les lanceurs d'alerte, on est peu nombreux, on nous réduit souvent au silence, mais il y en a quand même quelques-uns qui essayent de faire bouger les choses. Et on se dit peut-être qu'un jour, ça finira par changer. Là, on n'est pas forcément très positif par rapport aux nominations qui ont eu lieu, compte tenu du passif de la personne qui a été nominée et qui est censée représenter la justice en France. Vous avez peur, Hélène? Peur, je fais attention à ma voiture parce que les renseignements généraux m'ont dit de faire attention à ma voiture, je fais attention à certaines choses. Mais après, il faut continuer de vivre aussi. On n'a qu'une vie. J'essaie d'être utile. Okay. Et lorsqu'il y a eu, je terminerai là-dessus parce que c'est important, lorsqu'il y a eu le scandale d'Abitbol par rapport à ce qui se passe à l'INSEP, moi je travaillais à l'INSEP à l'époque et on avait vu beaucoup de choses et j'en ai parlé dans les médias. Immédiatement, les médias ont coupé court parce qu'il y avait des consignes pour ne pas dire autre chose. Donc, dès qu'on sait des choses, on ne va plus être invité dans certains médias. Alors, je fais pas mal de médias, mais il y a des médias, je sais que je n'ai plus le droit d'y passer parce que je dis trop des choses. Donc, on est en France, en pays démocratique, mais pas si démocratique que ça, parce qu'il y a beaucoup de professionnels, pas que moi, mais d'autres, qui vont dire certaines choses, qui vont essayer de dénoncer certaines choses, et pour lesquelles le politique général n'a pas forcément envie d'être dérangé. On va faire en sorte que la personne se taise. Nous recevrons Sarah Abitbol pile dans une semaine à 20h le mardi 10 novembre. Comme ça sera l'occasion aussi de parler de ce qui se passe dans le milieu du sport, notamment dans le patinage. J'ai une dernière question pour conclure. J'ai pris les questions des internautes en passant, donc on n'a pas besoin de faire un moment particulier. Quel chemin pour vous il reste à parcourir pour sortir des violences sexuelles intrafamiliales sur mineurs? Énorme, énorme. Non, il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, c'est-à-dire qu'il y a déjà une reconnaissance que ça existe. Au 19e siècle, ça n'existait pas. Donc, il y a déjà eu un progrès quand même. Ça serait bien qu'on n'attende pas encore un siècle de laisser nos enfants dans un tel état. Et c'est vrai que quand on voit des enfants qui sont placés depuis qu'ils sont tout bébés parce qu'ils étaient victimes d'inceste, qui arrivent adolescents dans des états pas possibles, on se dit qu'il faut qu'on revoie aussi l'aide à apporter, la façon d'aider les professionnels pour que les enfants pour lesquels on investit autant en termes de moyens qui sont placés puissent bénéficier des aides plus adaptées et soient des adultes heureux et épanouis par rapport à tout ce qu'ils ont souffert. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Il y aurait des choses assez simples, pas très chères à faire. On l'a dit à M. Taquet avec Eugénie Izard et Édouard Durand quand on avait été reçus par lui. On lui a, Édouard Durand étant un magistrat, on lui avait dit à M. Taquet que c'était très important en formation initiale, que certains cours sur l'épidémiologie, parce qu'on sait que les chiffres sont complètement en deçà de la réalité, soient remplacés par des cours cliniques pour les psychologues, les magistrats, les enquêteurs, les profs. Il n'est pas normal à l'heure actuelle qu'un professeur des écoles, qu'un magistrat, qu'un enquêteur n'ait aucune formation sur le psychodéveloppement de l'enfant. Et Piaget, ça n'existe plus, hein, c'est juste en parenthèse, on voit encore dans certaines facs. Oui, je l'ai rencontré dans mes études. Ouais. C'est extrêmement important de dire qu'à tout niveau, il n'est pas normal qu'un enquêteur soit aujourd'hui face à un enfant sans être formé à l'audition. Beaucoup se sont formés sur le tas, ont été formés par des assos, ont été formés, mais pas en formation initiale. Ce n'est pas normal qu'un magistrat se retrouve à auditionner un enfant sans avoir jamais eu la moindre formation concrète sur comment on fait un entretien avec un enfant. Pareil pour les psychologues, pour les éducateurs, pour toutes les professions. Donc, il faut vraiment faire un énorme travail de formation initiale pour essayer de mieux repérer les troubles. Ça va de la sage-femme de PMI au médecin généraliste, au médecin, et qu'on ait un vrai service de médecine de santé scolaire, parce que là, on demande beaucoup aux parents, mais les enfants, ils passent beaucoup de temps à l'école et on ne donne pas les moyens à la santé scolaire actuellement d'exister.
C'est-à-dire que les infirmières, elles sont à la rage dans les établissements scolaires, les assistantes sociales aussi. Les psychologues de l'éducation nationale ont changé de statut, mais au niveau du travail qu'on leur demande, on ne leur donne pas les moyens du tout de faire tout ce qu'on leur demande. Les médecins scolaires, il n'y en a quasiment plus. Donc, si on veut vraiment une vraie politique de protection de l'enfance, il faut qu'on ait les moyens dans chaque école d'avoir un psychologue, un médecin, un infirmier, une assistante sociale, qu'on ait des professionnels spécialisés, que l'école est aussi le lieu où beaucoup de choses vont se parler pour les enfants qui sont victimes à la maison, qui ne veulent pas inquiéter leurs parents à la maison. Et puis les associations, c'est important. Il y a des associations qui, certaines fois, font un travail considérable, puis d'autres qui lâchent, parce qu'elles ont des pressions aussi. Ça existe aussi du côté des associations. On leur coupe les budgets, on leur coupe les aides dès qu'elles vont un petit peu trop loin, ou alors on leur hack leur site internet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Hélène. Je précise pour ceux qui ont été avec nous et qui ont suivi jusqu'à cette fin, ça a duré très longtemps. Merci d'avoir passé ce temps avec nous et d'avoir accepté de prendre ce temps. Si vous souhaitez rentrer en contact avec Hélène Romano, vous pouvez nous envoyer un message sur notre adresse mail, l'adresse mail de l'association, associationlenfancelibre@gmail.com, et nous transférerons à Hélène Romano vos messages, vos mails, vos témoignages. Voilà, ça c'était important à préciser. Donc, demain, nous recevrons Laurent Boyer, auteur de Tous les frères font comme ça. Merci encore d'avoir été avec nous et cette vidéo sera disponible très prochainement en replay. Bonne soirée, au revoir.